Je pense que pour la musique, en fait, j'avais aussi ce côté trop perfectionniste, tu vois. Mais trop dans le sens maladif. C'est-à-dire que je me disais, il y avait une notion de regard, effectivement, des autres, qui était quand même assez forte. Mais il y avait aussi ce côté, par rapport à moi, je me disais, mais non, je peux faire mieux, je peux mieux enregistrer cet instrument, je peux faire mieux. Et, euh, et justement, je pense qu'il n'y avait pas suffisamment cette notion de plaisir pour venir contrebalancer le côté du j'ai l'impression que c'est pas fini. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le Syndrome de la Page Noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent ou non comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, comment gagner de l'argent quand on est artiste, comment gérer le regard des autres, et plein d'autres sujets. Cette semaine, j'accueille Guillaume Gentil, qui est musicien. On a parlé entre autres de légitimité, de perfectionnisme, de faire de l'art en couple, mais surtout, ce qui m'a marqué chez Guillaume, c'est à quel point la musique le passionne, au point de rejaillir sur tout le reste. Il m'a notamment raconté que déjà au lycée, il faisait passer la musique avant les études, et qu'il savait déjà que c'est la musique qu'il voulait suivre. Je tiens à lui dire publiquement un énorme merci, puisqu'à la fin de cette discussion, Guillaume m'a fait un cadeau en me proposant de me faire le générique pour le podcast. Et c'est ce générique que tu as entendu au début, et que tu continueras d'entendre. Voilà. C'est le moment où je suis encore censé te dire de t'abonner quelque part, mais je sais toujours pas où tu peux t'abonner, donc je te souhaite tout simplement une bonne écoute. Bah déjà, salut Guillaume. Salut Nico. Est-ce que tu peux dire aux gens qui te connaissent pas et comment on s'est rencontrés? Est-ce que tu te rappelles comment on s'est rencontrés toi et moi, la première discussion, la première interaction qu'on a eue? Moi, je me souviens surtout de notre première rencontre, en tout cas chez notre ami commun, Vincent, où il y a eu justement une sorte de déclic aussi que tu m'avais provoqué. Donc c'était voilà, on se rencontrait, je pense, pour la première ou la deuxième fois. Première, je pense. Première fois, ouais, peut-être. Et effectivement, je te parlais du fait que j'étais musicien, qu'en même temps j'étais marketeur, mais que mon ambition c'était de devenir artiste à terme, parce que je pense que j'ai toujours eu envie de pouvoir vivre de la musique. Vu comme la passion est envahissante. Et à juste titre, tu m'as simplement dit mais où est-ce qu'on peut écouter ce que tu fais, quoi. Et je t'avais dit bah non, mais en fait j'ai pas mis en ligne mes morceaux parce que ils sont pas finis, je suis en train de monter mon projet, il me reste des guitares à enregistrer, machin. Tu m'as dit mais il y a pas ça fait combien de temps que t'en fais? Donc je te dis bah je sais pas, ça fait 10 ans. Tu me dis mais en 10 ans, il y a pas un truc que t'as balancé sur internet qu'on peut écouter? Et je t'ai dit bah non, parce qu'en fait, j'ai pas fini. C'est fou, hein, 10 ans. 10 ans, ouais. Ouais, 10 ans. Alors après, il y a eu des petits projets avec mes anciens groupes, mais rien en tout cas qui vraiment me ressemblait, à proprement parler. Et t'avais ça en tête? T'avais le problème de dire ça me ressemble pas assez ce que je fais? Ouais, parce que au début, j'ai commencé par en fait, c'est parti d'histoires d'amitié avec des potes qui faisaient de la musique, et puis en fait, c'était des groupes dans lesquels je me suis plus fondu dans une entité que plutôt d'affirmer vraiment, tu vois, mon univers artistique. Et en fait, bon, on avait fait voilà des petits festivals, des trucs où on avait été enregistré, mais sans aucune prétention, et où il n'y avait pas vraiment cette volonté d'affirmer un univers artistique. Et en fait, tu m'as dit mais il faut te lancer en fait. Et je t'avais dit mais oui, je me lancerai quand je serai prêt. Et tu m'as dit mais en fait, on n'est jamais prêt. Il y a un moment, faut se lancer. Et moi, je l'avais pris un peu genre ok, alors attends, lui il me dit ça alors que même mes potes que je connais depuis 15 ans, tu vois, me le disent pas de façon aussi brutale. Ouais. Et en fait non, mais c'était plein de bienveillance, donc je l'ai hyper bien pris. Et d'ailleurs la preuve, hein, je t'ai cité là dans mes derniers posts LinkedIn parce que c'est un truc qui aujourd'hui m'a aussi donné l'envie de monter ma boîte et finalement de me lancer vraiment. Mais voilà, c'est notre première rencontre, c'était vraiment pourquoi tu te lances pas, pourquoi tu fais pas ton truc, quoi. Voilà, et moi c'est ça qui m'a marqué, et finalement aujourd'hui c'est une petite phrase qui résonne dans ma tête et qui m'a poussé à monter plein de trucs en fait, parce que ça m'a aidé ce que tu m'as dit ce jour-là, quoi. C'est fou parce que j'aurais même pas avoir dit on n'est jamais prêt. J'ai l'impression d'avoir découvert la phrase on n'est jamais prêt il y a 2 semaines. J'ai revu ça, c'est une bonne phrase ça. Avec tout ce que toi tu fais pourtant. Non, mais l'avoir vu écrit tel quel. Je sais pas si je l'avais dit comme ça à l'époque. Mais je sais plus si c'était exactement cette tournure-là, mais c'était vraiment l'esprit, moi, ce que j'en ai gardé, quoi. Tu vois. Tu disais que depuis tout petit, tu veux vivre de la musique.
Alors ouais, je dis tout petit, c'est plus l'adolescence, c'est plutôt 15 ans. Comment ça se fait? Euh, Comment t'arrives à la musique? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi la musique? Bah, quand j'étais gamin, je pense que c'est l'un des premiers stimuli vraiment tout petit, qui m'a vraiment marqué et qui me provoquait des émotions très très fortes. Euh, Quand j'avais 3 ans, 4 ans déjà, j'ai eu ma première guitare. Bon, alors là, j'étais frustré de pas savoir en jouer, donc j'avais coupé mes cordes de guitare dans ma chambre, voilà, pour te dire. Attends, c'était à Et quel âge ça? ça, c'était à 4 ans. Tu te rappelles? Ouais, je m'en rappelle très bien. Elle était rouge, bordeaux, noire, et en fait, je comprenais pas. Et puis mes parents en jouaient pas, et j'avais pas de prof. Et en fait, c'était un cadeau de mon oncle. Et ça m'énervait de pas comprendre l'instrument. Et j'ai coupé les cordes au ciseau. Mais je pense que c'était plus voilà une frustration de pas Ouais. réussir à en sortir quelque chose. Et par contre, voilà, mes parents enfin mon père particulièrement, qui a toujours beaucoup aimé la musique, m'avait offert, je me souviens, mon premier CD, c'était le Canon en sol de Pachelbel, Albinoni. Et, euh, et je l'écoutais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'était un truc qui me berçait, qui me mettait dans une sorte de cocon. Mm. Et c'est une sorte voilà, de bien-être au quotidien, la musique que j'ai développée, en fait, pendant pas mal d'années. À 6 ans, j'ai commencé le piano. Ok. Euh, et en fait, grosse désillusion parce que j'étais en conservatoire. Ah, t'as Et fait le en fait, conservatoire? en conservatoire, j'ai fait 1 an de solfège. Et en fait, Attends, tout le monde est traumatisé du conservatoire à chaque fois. mais totalement, c'est parce que ça me manque, il y a un manque total d'amusement et de ludique. Et D'accord. il y a peut-être trop ce côté sérieux, scolaire, mais qui est nécessaire finalement aussi à la créativité et au fait de jouer de la musique. Tu peux pas te lâcher si tu connais pas tes gammes, tu vois. Mais du coup, il y avait même pas ce côté où on pouvait toucher un piano, on pouvait. Moi, j'aurais Attends, bien tu aimé. touchais Tu pas vois. un piano? T'as fait Non, un an de trucs et mais tu touches ouais, pas un piano? mais ouais. Ouais. C'était, on avait des partitions, on nous apprenait voilà à déchiffrer, à lire les notes, à comprendre la notion de rythmique, à comprendre la notion de complémentarité entre les accords, les gammes, les notes. Mais il y avait même pas ce. Moi, je m'attendais à ce que au moins, genre, je sais pas, une fois toutes les 2, 3 semaines, on nous Ah fasse oui. toucher un piano, Bah tu vois, oui. au clair de la Genre lune. en mode travaux pratiques, quoi. Ouais. Et puis aussi faire le lien entre le théorique et le pratique, comme quand t'es en école de. Enfin, moi, tu sais, j'ai fait école de co. Mhm. Et en fait, j'ai jamais autant kiffé qu'en alternance parce qu'en fait, tu mets en pratique le théorique. Et en musique, j'avais besoin de ça aussi. Et donc, en fait, au bout d'1 an, clairement, j'ai abandonné parce que même si tu veux, je pense que j'avais abandonné au bout de 3 mois déjà. J'en pouvais plus. Et en fait, j'ai lâché la musique pendant 10 ans. Et à mes 15 ans, en fait, j'ai acheté une guitare en brocante sur Comme un coup de ça. tête. Ça, J'ai un copain qui voulait s'y mettre un peu pour voilà attirer les regards de la gente féminine et compagnie. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, il se met à la gratte. J'ai envie de le suivre un petit peu dans l'apprentissage de l'instrument et puis retour à la musique. Tu vois, ça me tentait bien. Et en fait, ça a été coup de foudre immédiat. Euh, En plus, c'était l'époque où sur Internet, il commençait à y avoir plein de tutos sur YouTube. Il y avait un site qui s'appelait Guitare. Attends. Magic Tab, en fait, qui permettait avec un curseur de suivre aussi ta partition. Et en fait, c'était super simple. Donc j'avais l'outil Internet, j'avais la guitare, j'avais les copains aussi qui me motivaient. Et en fait, voilà, on va dire que c'est vraiment à mes 15 ans que là j'ai eu ce truc où je suis tombé dans la marmite et j'ai jamais réussi à en sortir, quoi. Finalement, t'as plus appris sur Internet avec tes potes qu'au conservatoire. Totalement, totalement, parce qu'en fait l'instrument c'est avant tout en fait un jeu, quoi. C'est avant tout du pratique. Et au conservatoire, tu peux pas comprendre à quoi sert le théorique si on le met pas Ah, c'est en clair. lien avec la pratique. C'est clair. Et ouais, j'ai beaucoup appris avec mes amis, mais finalement, il y a eu aussi un gros déclic au bout d'1 an où je sentais que je commençais un petit peu à tourner en rond. Et j'avais un ami, lui, il nous faisait écouter ses solos de blues et tout, et puis alors, on était là, on était admiratifs. Et en fait, lui, il prenait des cours dans une école de musique, une asso qui était au Péreux, juste à côté de Brie. Et en fait, je me suis inscrit, c'était une école hyper éclectique, musique du monde, blues, jazz. Et en fait, c'était un prof vraiment qui était à cheval sur la rigueur. Lui, son truc, c'était vraiment la rigueur. Quand tu dis rigueur, c'est la discipline au quotidien? Alors, entraînement, ouais. C'est-à-dire, il nous disait, faut en faire 10 minutes, 15 minutes tous les jours. Ok. Plutôt que 1 heure ou 2 heures, comme ça, en gros rush. Ouais, donc Il tu faut vis, c'était entretenir. la régularité, quoi. Exactement. Ok. Régularité. Et aussi la rigueur dans le jeu. C'est-à-dire que
pour lui, la beauté d'un morceau réside dans les détails du morceau. Et moi, j'avais tendance à squeezer, tu vois, les notes qui étaient un peu compliquées à jouer dans certains morceaux parce que je me disais, c'est pas grave, la mélodie générale est là. Et en fait, il m'a vraiment appris à me focaliser sur ce qui fait en fait l'essence même de la musique, parce que finalement, plus j'avance, plus je vois comme les détails font aussi la beauté d'un morceau, quoi. Et je veux dire, une double croche, un petit comme ça, un petit happement d'une note, enfin, vraiment des très légers détails. D'ailleurs, entre deux guitaristes, ce qui va faire la majeure partie, enfin, les plus grosses différences, ça va être le groove, ça va être l'attention justement des détails d'une note qui va être jouée en double au médiator ou 2 fois vers le bas. Enfin, et finalement, il m'a vraiment transmis ce truc si tu veux devenir un bon musicien et apprécier ce que tu fais, prends le temps de le faire bien et apprécie les détails et essaye pas de brûler les étapes en fait. Et ça a été vraiment le truc qui m'a permis après de décupler en fait ma vitesse d'apprentissage. Et du coup, j'ai commencé à me lancer dans des trucs un peu plus complexes, dans des apprentissages de morceaux plus complexes. Voilà, quitte à bloquer. D'ailleurs, il y a un morceau en ce moment, Stevie Wonder Contusion, que je suis en train d'essayer d'apprendre. Chloé en peut plus parce que quand je le joue, c'est genre le phrasé, j'essaye de le passer 20-30 fois et j'y arrive pas. Et du coup, 30 fois d'affilée pendant une semaine, ça fait beaucoup, je crois. Donc tu chantes aussi. Alors un petit peu. Là, c'est pas un morceau chanté, celui-là est instrumental. Mais quand tu dis phrasé, c'est phrasé instrumental. Ouais, phrasé instrumental, exactement. C'est du coup l'enchaînement de notes et l'intensité que tu vas mettre dans chaque note pour du coup créer une phrase avec des intonations, comme on peut avoir nous dans des phrases parlées. Le chant, c'est vraiment beaucoup plus secondaire. Mais du coup, c'est vrai que du coup, j'y suis pour de vrai depuis mes 15 ans, je pense, en fait, depuis cette guitare achetée sur une brocante, je dirais. Si je devais vraiment donner un point de départ, je dirais que c'est à mes 15 ans. Et à quel moment tu t'es dit que t'allais y passer plus de temps? J'ai l'impression qu'il y a eu un déclic justement après la discussion qu'on a eue, où tu, en tout cas, de l'extérieur, on t'a vu montrer plus de choses. Je sais pas si tu passes plus de temps, mais en tout cas, on voit plus de résultats. Alors justement, c'est dans la continuité de ce que je te disais. Ça a été les copains, justement, pour revenir à ce que tu disais de les copains et YouTube, ça t'a plus aidé que le conservatoire. En fait, j'ai un autre ami au lycée qui s'est mis à la guitare. Alors lui, c'était en fin de seconde, donc on devait avoir 17 ans. Entre 16 et 17. Et en fait, on était chez lui l'après-midi. On gratouillait un petit peu. Moi, je commençais un petit peu à composer, mais alors des trucs, 2-3 accords grand maximum. Donc, je te laisse imaginer le nombre de possibilités qui était assez réduite pour créer de la musique. Mais il y avait cette intuition qui commençait à être là. Et du coup, on était posé chez lui, on discutait de tout et de rien. Et puis à un moment, on prend les guitares et je lui dis tiens, regarde, j'ai composé un truc. Et il me dit bah attends, truc de fou, moi, figure-toi que je commence à écrire aussi. Et donc il me montre une bribe de texte. Et en fait, il commence à chantonner par-dessus ce que j'avais écrit. Et là, on sent qu'il y a un truc qui se passe. On se dit bon, ok, il y a une complémentarité. Et puis c'est magique en fait, ce premier moment où tu donnes vie à quelque chose, tu vois. C'est vraiment... Parce qu'en plus... Ah, c'est la première fois? C'était la première fois qu'il y avait une voix qui venait se poser sur un instrumental. Et pour moi, une voix plus un instrument, c'est le départ d'un projet musical. Et du coup, c'était assez fou. Et en fait, donc ça, c'était en semaine. Le week-end même, on avait tous les deux une soirée. Et je te laisse imaginer la teneur de la soirée qui était assez folle. Et en fait, si tu veux, je me suis retrouvé sur une mobilette. Alors j'ai jamais conduit de 2 roues, rien. Lui, il était à l'arrière du scooter d'une copine. Et en fait, on a décollé à une autre soirée. On a traversé Nogent-le-Péreux à toute balle en prenant honnêtement les rues, les trottoirs. Enfin, on était comme si on était en roller, sauf qu'on était en 2 roues, quoi, si tu veux, motorisé. Et en fait, cette aventure lui a inspiré du coup notre premier texte. Et en fait, on s'est revu le mercredi suivant. Lui, il avait le texte fini. Moi, j'avais la mélodie qui avait un petit peu évolué. Et en fait, on a fini la chanson. Suite à ça, on a monté notre premier groupe. Parce que donc oui, je resitue, je suis en train de me remémorer des trucs qui ont 15 ans et du coup, ça fuse dans tous les sens. En fait, le soir
où on a vécu ce sorte de run nocturne là en 2 roues. La soirée à laquelle on est allé, on a rencontré un batteur et un bassiste. Ok. Donc les 2 mecs qui nous manquaient pour monter un groupe. Et en fait, les gars, ils nous ont dit, mais attends, nous aussi, on cherche à monter un groupe. Et en fait, le projet s'est fait, mais hyper rapidement. Et on s'est retrouvé en 1 semaine et demie avec notre premier groupe de musique. Et ça a été un truc fou parce que c'était vraiment, déjà, il y avait ce truc de, euh, mon premier vrai projet perso, en fait, tu vois. Et c'était vraiment, il y avait la fierté. C'était quand ça? Ça, c'était Comment en situé? 2016 ou 2017. Euh, juin 2000, juin 2016, Ouais, donc je en pense. gros 1 ou 2 ans après qu'on soit vu, quoi. Non, ça c'est, mais non. 2006, pardon, Ah, 2006. Au lycée, je suis d'accord, désolé, t'as 15 ans, hein, d'accord. ouais, il y a 15 ans, ouais, 2006, excuse-moi, en fait, c'est tellement lointain, Hmm. j'arrive pas à réaliser que c'était, Hmm. voilà. 2006, juin 2006. Bah, c'est plus cohérent avec le fait de prendre la moto sur des trottoirs Oui, oui, d'avoir 15 ans. oui, voilà, effectivement, je pense que aujourd'hui, je l'aurais moins fait. Quoique, parfois, bon, en run, en voiture, c'est un peu agité, j'ai tendance à avoir une conduite un peu nerveuse, mais, euh, et effectivement, ça a été vraiment le gros déclic, parce que c'est devenu un terrain de jeu, où en fait, on se voyait régulièrement avec, mon pote qui avait écrit le premier texte, et, euh, et en fait, c'était justement un terrain de création, quoi, et de créativité. Et on n'avait pas de pression, on se posait, on se disait, soit on va passer une après-midi à jouer aux jeux vidéo, à sortir, à fumer des clopes, à se poser au soleil, à faire. Et puis parfois il y aura de la musique qui va se créer, parfois il y en aura pas. Mm. Mais c'est vite devenu un truc vraiment enivrant. Et en fait, petit à petit, on a commencé à avoir de plus en plus de textes, de plus en plus de chansons. Et là, le groupe a commencé à vraiment prendre forme. Et ça a été le vrai déclic en fait. Qui du coup derrière a donné naissance à notre premier groupe, enfin notre deuxième vrai premier groupe, parce que celui-là il a duré 4 mois, 5 mois, ouais c'est ça, 4-5 mois. Et en fait après, vu que nos copains savaient qu'on avait un groupe de musique, ils nous ont présenté des musiciens. Et là on a rencontré Enzo et Hannibal. D'ailleurs le mec avec qui j'étais en EVG là ce week-end. Donc big up Hannibal. Et là c'était notre groupe qu'on a gardé pendant 4 ans je pense à peu près. Et là ça a été un terrain de jeu incroyable. Incroyable. Parce que quand t'as le groupe, t'as du coup L'animulation, déjà. t'as l'émulation, ouais, et puis plus tu connais les mecs avec qui tu joues, plus quand tu joues, il se passe des trucs aussi dans le regard qui vont aussi influencer la musique en direct que t'es en train de jouer. Et du coup dans le cadre des jam sessions qui sont en gros les moments où tu joues mais où il n'y a pas de règles en fait, où tu te laisses aller complètement. Du coup, il se passe des trucs et c'est en fait ces affinités qui donnent naissance aux trucs les plus fous, quoi, tu vois. T'as des morceaux parfois qui partent de 5 ou 10 secondes d'un truc que tu vas jouer en répète. On se dit que ça dure 4 ans, est-ce que la fin, elle coïncide au moment où tu rentres en école? Parce que souvent, j'ai l'impression que les gens, ils ont le fait d'avoir l'étude, ou alors de rentrer dans la vie professionnelle, ils mettent un peu de côté leur pratique artistique. Alors honnêtement, moi c'est plus l'école que j'ai mis de côté pour la musique. Ah, Ouais, l'école ça a été un petit peu comment dire le semblant d'un avenir Mm. professionnel que je voulais m'assurer. Et pourquoi tu as été? C'est toi, c'est tes parents, C'est mes parents, tes parents. à fond. Ouais, si tu veux, moi, j'ai voulu faire de la musique quand j'ai découvert la guitare au lycée. Pour moi, c'était ça. J'ai tout de suite compris intérieurement que c'était plus qu'un coup de cœur. Et c'est vrai que mes parents avaient peur des situations précaires. Comme tous auxquelles les je parents. pouvais En vrai, comme tous les parents. Voilà. Et je les comprends. Et je les comprenais à l'époque. Et si tu veux, toi, t'es là, t'as ta passion. Et en même temps, t'es ado, donc tu doutes, tu te dis, est-ce que c'est finalement une passion coup de vent ou est-ce que c'est un truc hyper précieux que j'ai compris et auquel je dois m'accrocher. Ça a créé des frictions entre vous ou t'as juste suivi ce qu'ils disaient? Honnêtement, il y a eu des frictions parce que j'ai quand même voulu pousser le truc pour voir jusqu'où je pouvais aller. Et en fait, à un moment, il y a quand même l'enclume de l'autorité parentale qui est T'as dit tombée. vas-y.
Et ils m'ont dit non mais attends, en fait la musique, tu peux la vivre à côté de tes études. Donc tu vas faire des études sérieuses pour t'assurer un avenir professionnel. Et à côté de ça, tu peux effectivement, tu peux faire de la musique avec tes amis comme un hobby. Et il y avait quand même un décalage parce que moi je voulais que ça devienne quelque chose de professionnel, c'est-à-dire que je voulais grimper suffisamment en niveau et en apprentissage pour pouvoir, à la fin de mes études musicales, vu que c'est ce que je voulais, devenir professionnel. Et c'était pas possible parce que voilà, mes parents m'ont clairement dit en gros t'es sous notre toit, voilà nous on cautionne pas, tu vois. Effectivement, les parents, leur but c'est de mettre sur la voie, donc je pense que même moi au bout d'un moment je me suis aussi raisonné en me disant oui je suis pas un virtuose de l'instrument, donc peut-être qu'il y a plus quelque chose qui tient du hobby que de la destinée. Et puis les deux étaient compatibles, donc je me suis dit bon, ok pour m'assurer un avenir professionnel, et puis à côté de ça, je vais continuer la musique. Sauf que finalement, je me suis retrouvé en école de commerce parce que c'était on va dire un terrier un peu hybride où c'est plus généraliste, c'est comme moi, je suis allé en école de commerce parce que c'est vraiment un truc, contrairement à une école d'ingénieur où c'est très, école de commerce, t'as tout, quoi. tu peux tout faire. Tu peux tout faire là. Tu peux tout faire dans tous les secteurs. Enfin, effectivement pas des métiers, enfin, a priori techniques, bien que finalement tu peux le faire en fait. Mais du coup voilà, en fait je m'étais plus dit l'école de co, ça va du coup me laisser du temps pour pouvoir faire de la musique à côté. Et en fait pendant 2-3 ans, je comprenais vraiment pas ce que je faisais là. À ce point? Ouais. Ah ouais, au début, je me suis dit, ça va être comme à l'école, quoi. T'as tes cours d'histoire géo, t'as tes cours de maths, il y en a qui te plaisent, il y en a qui te plaisent pas. Mais là, en fait, je comprenais pas ce que j'y faisais parce que pour moi, les études supérieures, c'était vraiment genre t'accomplir et faire des études qui sont en accord avec ta personnalité, tes ambitions de vie. Et moi, c'était la musique. T'étais vraiment malheureux en école de commerce, du coup. Ah, mais de fou. De fou. Franchement, pendant 3 ans, ça a été, même, pendant 3 ans, avant que je fasse l'alternance, ça a été vraiment compliqué. Et du coup, je faisais de la musique tout le temps et en fait, je faisais le strict minimum, juste pour avoir mes partiels en fait, et pour faire croire à mes parents que je bossais, parce que toi-même tu sais que l'école de commerce c'est un sacré montant, et mes parents ils savaient ce que je fournissais vraiment en termes de travail, je me serais fait défoncer quoi. Donc voilà, je faisais le strict minimum et je bossais, mais vraiment la musique comme un malade quoi. Tout mon temps de libre c'était pour la musique. D'ailleurs, pour te dire ce qui s'est passé et ce qui m'a fait justement réduire ma quantité de musique, c'est quand je suis arrivé en fait en alternance. Parce que juste avant l'alternance, j'ai eu mes 2 premières années d'école de commerce, ma 3e, et en fait en 3e année d'école de co, j'ai rencontré le groupe avec qui j'ai commencé à avoir vraiment des plans pro, où on a composé pour le théâtre, on a commencé à vraiment jouer sur des scènes payées, où on a enregistré nos EP, notre album et tout. Et en fait, c'était tellement prenant que j'en faisais à peu près, je sais pas, 20 heures par semaine, grosso modo, de répétition, uniquement de répétition. Et en fait, si tu veux, moi j'étais épuisé parce que 20 heures de répétition par semaine, en plus du strict minimum pour l'école de co. Bah en fait, à cette époque-là, du coup, moi si tu veux, je me suis séparé de ma petite amie à l'époque parce que j'avais plus de temps à accorder à personne d'autre que mon groupe de musique et mon école de co. On parle pas beaucoup, mais je trouve que c'est un sujet qui est ouf parce que, allez, une phrase de Damso que j'adore, qui est, je fais ce que j'aime au prix de perdre ceux que j'aime. C'est SEX. Et ouais, ça a un vrai impact. Et du coup, toi, tu as senti l'impact. Ah, mais totalement. Et puis, tu vois, je pense que il y a un moment où, en fait, tu peux faire un choix. De toute façon, je pense qu'à un moment, quand t'as une passion des ventes, t'es obligé de faire des choix. Parce que pour moi, t'as plusieurs univers. T'as les amis, t'as la vie professionnelle, t'as le couple et t'as la famille. Et en fait, quand t'as un hobby qui devient une passion, qui se met au milieu de ça, je pense que t'es obligé de faire des choix. Et finalement, moi, en fait, je voulais pas faire de choix. Et je pense que c'est ça qui m'a mené un peu à, si tu vois, à un moment, j'ai été écartelé, en fait. Puis tu vois, c'est sûr que pour Damso, c'est plus facile à dire parce que lui, du coup, il monétise aussi son activité. Donc tu vois, il y a un côté, tu lis une passion à un travail. Moi, il y avait une sorte d'incertitude totale par rapport à tout. Et donc c'était super dur. Et c'est vrai que c'est récurrent, les interviews d'artistes où les mecs, ils te disent,
Moi, à un moment, j'ai réussi parce que aussi j'ai fait le choix de me mettre à fond dans ce projet-là. Et je pense que c'est un truc qui est quand même assez récurrent, le succès lié à l'investissement, tu vois, investissement personnel. Je veux dire, je choisis de mettre mon énergie dans un truc. Damso, si on reparle de lui, il était extrême. Hein. Je sais pas si tu sais, mais il a été clochard pendant un moment. Il avait que à la rue. Damso. Ah Il a ouais, sorti son premier album à la rue. c'est pas Et vrai. donc il a vraiment saigné. Effectivement, t'as des choix radicaux comme ça que tu fais parfois. Faut être déter. Hein. De ouf. Faut être déter. Et je pense qu'au-delà d'être déter, ce genre de situation extrême, faut avoir la passion aussi. Et tu vois, moi j'ai un pote avec qui je fais du foot, qui s'appelle Benjamin Clémentine, qui est aussi un artiste qui était du coup SDF. Et lui, il en a chié, mais il a persévéré, il jouait tout le temps. C'est un Londonien, il est venu dans le métro parisien parce que d'ailleurs j'ai jamais trop eu l'occasion d'en parler avec lui parce que il se sent vraiment il a vraiment honte de cette période de sa vie. Ouais. Et d'ailleurs moi le jour où je l'ai reconnu en fait c'était la première fois que j'ai joué avec lui, j'ai pas reconnu, et deuxième fois que j'ai joué avec lui, j'ai fait putain mais attends mais c'est Benjamin Clémentine, tu vois. Et en fait, j'ai fait, mais mec, enfin, je sais pas si moi, je t'ai déjà vu plein de fois dans le métro, c'est ouf, mec, ta reprise de Little Wing, de Jimi Hendrix et tout. Et il était super gêné, il voulait, tu vois. Donc, j'ai pas vraiment su, comment il en était venu. Mes copains m'ont dit qu'un mec l'avait repéré et tout, et que du coup, il l'avait fait signer, mais ouais, c'est dur, en fait, parce que il y a des moments où je pense que t'as des mecs qui ont suffisamment de talent et qui vont avoir, les bonnes opportunités et qui vont aussi mettre l'énergie comme il faut pour créer une sorte de mini bulle, mini terreau pour se développer. Et t'as les gars comme moi qui vont être un peu à vouloir jouer sur tous les tableaux en fait, et qui du coup vont avoir du mal à vraiment à un moment prendre une décision. Et si tu veux, moi j'ai voulu me laisser du temps, c'est-à-dire que là quand je répétais 20 heures par semaine avec mon groupe et tout, bah tu vois, après j'arrivais un petit peu à gérer l'école de co. Mais ça commençait à devenir chaud, et en fait j'ai eu vraiment un moment où je me suis voilà, ce groupe il est pro, est-ce que je switch? Et en fait j'ai pris une année de césure. Alors là ça a été gros clash avec mes parents, vraiment gros clash. Si tu veux, le jour où je l'ai annoncé à ma mère, genre on était au resto, je lui ai dit que j'avais une nouvelle à lui annoncer, je pense qu'elle pensait que c'était genre j'ai signé une alternance à la BNP, tu vois. Et quand je lui ai annoncé le truc, genre, je me sens, c'était en fin de repas, elle est devenue blanche, elle a demandé l'addition, elle s'est barrée du resto. Extrême, tu vois. Genre. Et moi j'étais vraiment déter, donc je savais qu'il y aurait cette réaction-là, mais... Parce que pourtant, attends, mais la césure en école de commerce, c'est assez courant, c'est pas un truc excentrique. Ouais, mais je pense que tu vois, j'avais vraiment un étau familial très très fort, en fait. Et du coup, c'était aussi une porte vers le fait de devenir musicien en fait, et du coup troubadour pour mes parents. Ça t'a manqué. Non mais clairement c'est ça, tu vois. Donc la nouvelle a pas été super bien accueillie, mais moi j'en avais besoin et je savais que de toute façon ce serait un moyen, enfin je pourrais revenir vers l'école de co après, tu vois. Donc sur cette année-là, j'ai bûché, j'ai fait de la zik à fond, et finalement ça a été hyper prolifique parce que j'ai rencontré des mecs c'est vraiment sur cette année-là que je me suis fait mon réseau en fait, tu vois, à proprement parler, où en fait je faisais que ça, donc je rencontrais des producteurs, des ingé sons, des musiciens, voilà, des mecs de tous les horizons. J'ai énormément appris parce que finalement c'est bien de faire de la musique, mais en fait pour prendre les bonnes décisions, t'as besoin de savoir aussi comment ça se passe dans le secteur en fait. Et ce qu'un producteur peut attendre, et comment un ingé son va bosser, et comment un musicien qui commence à être repéré par des labels va commencer aussi à interagir avec les musiciens qui est autour de lui, parce que enfin voilà, tu rentres dans d'autres considérations, tu vois plus les gens de la même façon. Et en fait à la fin de cette année-là, bah, j'avais mon alternance du coup qui m'attendait, parce que les 2 dernières années du coup le deal avec mes parents c'était que je les finançais. Et en fait, là, alternance plus musique, c'était carrément plus possible. Ouais, impossible. 35 heures plus 20 heures, impossible. Non, impossible. Et puis, si tu veux, les mecs avec qui je jouais avaient vraiment l'ambition de devenir pro et diminuer le rythme de travail, entre guillemets. C'était pas possible. Et en fait, là, j'ai commencé à arrêter la musique. En tout cas, de manière pro. Et même, en fait, petit à petit, graduellement, le fait de plus avoir de projet, en fait, j'avais plus de stimulation. Et du coup, j'avais pas la motive
de jouer chez moi, Tout de seul, ouais. vraiment, enfin, tu vois, je prenais plus la guitare comme ça le week-end pour me détendre, plus que comme un outil au quotidien pour, je sais pas, développer mon mojo et entre guillemets m'évader, tu vois. Donc toi, ton creux, en fait, à toi, parce qu'il y a toujours un creux, hein, ton creux, il est arrivé justement à cause de l'alternance. T'avais trop de trucs et du coup, Totalement, t'as dû lâcher la musique. totalement. Et en fait, si tu veux, j'avais ce côté, je continuais à écrire, je continuais à jouer. Le week-end, je voyais des potes musiciens, ils jouaient et tout, mais il y avait ce côté où, en fait, je sentais que j'avais besoin de plus de temps pour justement pour finaliser mes compos, pour jouer sur scène, pour je sais pas rencontrer du monde et tout. Et en fait, j'avais jamais l'impression d'être légitime. Et du coup, Ah, légitime? être Pourquoi légitime, légitime? C'est un mot fort. ouais, légitime parce qu'en fait, j'étais entouré de potes qui avaient un super niveau, quel que soit l'instrument qu'ils jouaient, qui du coup avaient des projets, qui du coup balançaient des sons sur le net, et qui avaient vraiment, genre soit une personnalité très forte en termes d'univers artistique, soit un putain de niveau. Et en fait, moi, j'étais vraiment le cul entre les deux, à être là en train d'essayer de chercher vraiment ma personnalité artistique et dire bon bah maintenant que je suis seul tout, tu vois, je vais faire vraiment mon truc à moi, tu vois. Je suis plus dans un groupe. Je crois qu'il est temps, tu vois, que j'exprime vraiment ce que j'ai dans les tripes. Et en même temps, j'avais pas suffisamment de temps pour bosser l'instrument et devenir genre une machine, tu vois. Et du coup, je pense que je me comparais trop souvent aux autres. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas, tu vois. C'est Aujourd'hui, ça qui t'intimidait pour montrer des trucs au public? ah mais mec, totalement, totalement. L'intimidation. Mais même pas l'intimidation vis-à-vis du public, c'est plus l'intimidation vis-à-vis Ton entourage. de mes potes en fait, ouais, de l'entourage, ouais, c'est ça. Parce que en fait, plus le temps passait, plus j'avais des copains qui devenaient pros, plus j'avais des copains qui signaient sur des labels, plus j'avais des copains qui commençaient à avoir un niveau monstrueux. Et en fait, moi, je me voyais genre à être là, osciller entre l'école de commerce, ma passion pour la musique, et c'était super compliqué à gérer en fait, vraiment. Et du coup, j'ai jamais balancé de son sur le net, quoi. Mais vraiment à cause de ce regard de l'entourage. Qui pour autant est bienveillant en plus. Ouais, et puis je savais pas comment en parler aussi. Je savais pas comment en parler, je savais pas C'est-à-dire? comment. Bah en fait, en fait, t'as ce côté très lissé, tu vois, au niveau de la communication aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Où, je sais pas, moi, quand je vois des gens balancer des trucs, je trouve qu'il y a toujours une mise en contexte en disant bah voilà, c'est la première chanson de mon EP qui va arriver, ou bien juste c'est le truc que j'ai bossé ces 2 dernières semaines. Mais quand il n'y a pas vraiment de comment dire, de projection, tu vois, genre projet type album, type EP, machin. Tu ne voyais pas balancer des trucs en vrac. Il te fallait un truc Exactement. avec une ligne. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Parce que je considérais que j'avais pas la légitimité technique pour le faire. Et du coup, je me disais putain, mais en plus, tu vois, j'étais bassiste dans mon précédent groupe, et en fait, la majorité de mon réseau proche et de mon réseau pro, c'était des gens qui me voyaient comme bassiste, tu vois. Et du coup, je me disais putain, mais si j'arrive et que au final avec ma guitare, parce que c'est la guitare vraiment mon instrument de prédilection, les gens ils vont se dire putain attends, le mec il passe de la basse à la guitare, c'est une girouette, est-ce qu'il est vraiment légitime à la guitare? Et en fait ouais, le regard des autres il m'a vraiment en fait ça a été un blocage dans le partage de ce que je faisais, mais pas vraiment dans la Pas créativité dans la parce que création, est-ce que je vois. Tu crées beaucoup, mais ouais, tu partageais pas. ouais, exactement. Et comment t'as surmonté ça? Enfin, comment t'es en train de le surmonter? Parce qu'on surmonte jamais, en vrai, c'est le blocage. Bah honnêtement il y a 2 trucs. Le premier, c'est ma rencontre avec Chloé, qui est ma future femme. Et elle, Félicitations. ouais, ça a été un. Ça se voit d'ailleurs, hein. Quand on regarde ce que vous avez fait, Bonnie and Clyde, sur Facebook, etc. Je me suis dit immédiatement, ah tiens, je suis sûr qu'il y a une émulation mutuelle. Mais totalement, totalement. C'est franchement, moi, je faisais rien avant d'être avec elle et avant que, en fait, simplement, elle me donne confiance en moi, quoi. En fait, je crois qu'il y avait juste un problème de confiance et que, tu vois, bon bah au quotidien. Elle me dit ah putain c'est cool ce que tu jouais, et je dis mais arrête, enfin tu vois c'est parce que t'es ma nana en fait que tu me dis ça et tout. Mais en fait je me suis rendu compte petit à petit que même quand il y a des trucs qui étaient pas ouf dans ce que je faisais, elle me le disait. Oui. Et du coup, tu peux faire confiance.
Et du coup, j'ai commencé à me dire, ok, là, je peux vraiment avoir une relation de confiance, tu vois. Et, et en fait, elle m'a poussé aussi à me dire, mais en fait, de un, commence à oublier le regard des autres. Et en fait, l'art, c'est un truc qui est censé être un endroit où tu te réalises et où Oui, tu parce que si te... t'es pas libre là, t'es libre où? Mais ouais, totalement. Mais c'est super compliqué. Ah, de ouf. Franchement, c'est super. En même temps, c'est tellement simple et tellement compliqué en même temps. Euh, mais ça a été, voilà. Et en fait, je pense que le truc, il n'y a pas eu vraiment de déclic, mais il y a eu ce travail qui s'est fait petit à petit, Ben, en un fait. alignement en tout cas. D'un coup, c'était plus aligné. Quand on parlait tout à l'heure de la contradiction entre l'entourage personnel et l'entourage Ouais. et ton travail, là j'ai l'impression qu'au contraire, les deux fusionnent et que ça, ça se multiplie quoi. Déjà, il y a ça, parce qu'effectivement aussi, il y a mon activité pro aujourd'hui qui me stimule aussi pour être à fond dedans. Mais il y a eu aussi ce côté où en fait avec Chloé, donc Chloé elle joue de la basse, elle joue du piano, elle chante. Euh, En fait, on a commencé à faire de la musique tous les deux, mais de manière complètement décomplexée et loin de toute comment dire de toute recherche de perfection. Tu vois, Ouais, j'étais juste jouer pour jouer. jouer pour s'amuser en fait. Et en fait, je me suis juste rendu compte en faisant de la musique avec Chloé que c'est un truc que j'avais jamais fait jusque-là. T'avais jamais joué pour jouer. Franchement, non. C'est-à-dire que quand je vais buffer avec un pote, je vais me dire, ok, tu vois, on est là pour s'amuser, on fait dérouler les accords, on alterne un coup sur deux, il y en a un qui joue qui solote, enfin qui du coup improvise, et l'autre qui joue la grille d'accords. Mais en fait, j'ai toujours eu ce côté se tirer la bourre, tu vois, genre ton pote il va lâcher un gros solo, tu vas être là genre, ok mec, tu vois, genre ça va être à mon tour de lâcher un gros truc. Mais il y avait toujours effectivement l'envie de faire plus, l'envie de faire mieux, tu vois, même quand je composais jusque là, il y avait ce côté il faut que dans ma compo, tu vois, il y ait quand même un minimum de voilà d'accords enrichis, de mélodies un petit peu complexifiées ou authentiques. En tout cas, l'authenticité pour moi authentique était synonyme de différent de tout le reste et pas D'accord. forcément de en accord avec moi-même, tu vois. D'accord. Alors que finalement aujourd'hui pour Ouais, moi c'était plus, l'authenticité c'est t'avais plutôt originalité en tête qu'authenticité quoi. exactement, ouais, tout à fait. Ouais, c'était être original et en fait il y avait toujours voilà une intellectualisation du truc et en fait je me suis vite rendu compte que quand je jouais avec Chloé c'était genre prise de plaisir maximale, pas de pas de prise de tête en fait sur est-ce que ça sonne bien, est-ce que ça sonne pas bien, est-ce que c'est complexe, est-ce que c'est pas complexe, juste laisser aller. Et ça a été un gros déclic. Et du coup, suite à ça, effectivement, on s'est rendu compte que c'était un super terrain de jeu pour nous en tant que musiciens, mais aussi pour notre couple, parce que du coup, c'est quand même assez cool d'avoir le mélange de musique sur fond de relation amoureuse, tu vois, c'est super cool. Et on s'est dit, bah tiens, on va lancer un duo et puis on va commencer en fait, à faire des covers, tu vois. Il y a même plus justement cette volonté de se démarquer en faisant de la composition, c'était plus, en fait, boum, on va faire de la cover, tu vois. Et juste on lance notre truc. Pas Et mal la voilà. cover de M là, Inspiration. Ah ouais, Kill Nous 2, ça c'était cool. C'était super chouette. Bah, en fait, alors Kill Nous 2, comment c'est venu Kill Nous 2 Kill Nous 2, Bon, en alors moi je suis confinement, un gros... si j'ai compris ou pas du tout. C'était le confinement ou Exactement, c'était ouais. le confinement. Alors déjà, c'était pendant le confinement. On avait plus de temps, donc plus de temps pour enregistrer, plus de temps pour faire de la zik, plus de temps pour tout. Et surtout, on était en recherche d'une nouvelle cover. En fait, ça faisait un moment que on n'en avait pas fait. On se disait tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais tu sais, tu te poses pas en te disant qu'est-ce qu'on peut faire comme nouvelle cover. C'est plus au quotidien, on écoute de la zik, on a un peu notre playlist à tous les deux. Et un jour, je sais plus pourquoi, je pense qu'il y avait Kill Nous 2 qui passait, qui a dû. Ah oui, parce que voilà, c'est ça. On écoutait une playlist de M, du coup, avec que des sons de M, parce que je suis un grand fanatique de Mathieu Chédid. Je commence à devenir plus raisonnable, mais je reste un fou furieux de Mathieu Chédid. Et du coup, la chanson passe et Chloé me dit putain, je la connais pas, celle-là, elle est vraiment trop cool et tout. Et je dis bah écoute, en plus, elle est super facile, il y a 3 accords, donc ça niveau cover, on peut trop se le faire. En plus, voilà, Kill Nous 2, c'est une chanson où il interroge sa guitare sur
qui entre moi et toi inspire l'autre en fait? Est-ce que c'est la guitare ou la voix? Enfin, d'ailleurs cette chanson elle est assez cool parce qu'elle est vraiment assez représentative en fait du process de création pour le musicien. C'est-à-dire que qui de nous deux inspire l'autre, c'est un peu est-ce qu'au final c'est en jouant sur une guitare et en trouvant 2-3 accords que tu vas trouver l'inspiration pour une chanson, ou est-ce que c'est toi de par un stimuli extérieur qui va en gros ensuite prendre ta guitare pour jouer l'inspiration que tu as eue, tu vois. T'en penses quoi? Moi j'en pense qu'il n'y a pas de règle en fait, d'une manière générale, et que du coup c'est justement cette question qui est aussi stimulante, tu vois, pour créer, parce que d'une manière générale, t'as tout le temps je pense que le curseur, il navigue tout le temps entre de toute façon le laisser aller et tout ce que tu connais de ton apprentissage que tu as envie de mettre dans une chanson. Donc t'as autant le lâcher prise sur la guitare que le fait de rechercher la construction de la chanson qui va t'inspirer, tu vois. Mais après la guitare, c'est un instrument qui est aussi hyper inspirant. Je veux dire, tu vas jamais composer la même chose sur un piano que sur une guitare, que sur une basse. Pourquoi? Parce que t'as la forme de l'instrument qui va faire que. Moi, je pense que vraiment, tu vois, l'instrument, c'est un truc hyper charnel en fait. La position que tu vas avoir par rapport à l'instrument va aussi t'inspirer. Et puis aussi la façon dont t'en joues en fait. Le jeu, c'est-à-dire que le piano, le fait que ce soit quelque chose d'extrêmement rationnel et mathématique. J'allais dire mathématique même. C'est mathématique à fond. Pour moi, c'est une grille mathématique que t'as devant toi et en fait, tu touches des touches et t'as un nombre de touches d'écart. Alors que la guitare, vu que c'est déjà sur 6 cordes, t'as un entrelacement des doigts qui crée quelque chose de moins rationnel que sur le piano. Et en plus de ça, la guitare, t'as une notion de toucher. Alors, je veux pas me fâcher avec les pianistes qui vont peut-être écouter cette discussion. Bien sûr qu'au piano, il y a un toucher également, il y a un groove, il y a un feeling, c'est évident. Mais sur la guitare, le toucher de ton doigt sur la corde et la façon dont tu vas aussi la tension que tu vas mettre sur la corde et sur ton doigt à l'endroit où tu appuies va complètement influencer en fait le son de ta note, l'intensité, le vibrato aussi de ta note. Et du coup, il y a quelque chose de beaucoup plus sensuel et dans le toucher, en tout cas sur la guitare. Donc voilà, qui nous deux inspire l'autre, c'est chouette parce que c'est vrai que en plus la guitare, voilà, c'est un instrument qui est assez féminisé par les artistes. Jimi Hendrix, il dormait avec sa guitare la nuit. C'est assez fou, quoi. Il la mettait sous la couette. Apparemment, il disait Johnny Hallyday parce que Johnny a fait connaître Hendrix en France. Et en fait, donc ils ont partagé une scène. Et en fait, il créchait dans la même piole et Hallyday rentre dans la piole d'Hendrix, il voit la guitare dans le lit, il dit mais qu'est-ce que tu fous? Il dit non mais la guitare faut la garder au chaud et tout, je dors avec, comme une femme quoi, vraiment comme une femme. Bon alors c'était assez extrême mais bon quand tu vois en même temps est-ce que finalement c'est pas ça aussi tu vois? C'est pas le fait de personnifier l'instrument parce que quand tu vois ce que Jimi Hendrix a fait, pour lui la guitare c'était un être vivant quoi, c'était pas un instrument. Il a poussé la guitare dans ses retranchements. Total, c'est-à-dire que il allait jusqu'au point où l'instrument pouvait plus sortir de son tellement il le charcutait, il le malmenait, il tirait sur les cordes. C'est assez fou quoi ce rapport à l'instrument aussi que tu peux avoir. Donc donc qui nous deux inspire l'autre. Donc pour revenir à la cover avec Chloé du coup, on aime beaucoup les textes métaphoriques de Mathieu Chédid. Parce que c'est vrai que c'est quand même dur de mettre de la poésie dans la chanson française et M c'est vrai qu'il est assez rock'n'roll pour ça donc c'est cool. En plus la chanson du coup comme je te disais il y a une chanson où en fait t'as un question-réponse donc pour notre duo, le duo conforme c'était cool d'avoir aussi un question-réponse et de nous interroger entre Chloé et moi sur qui de nous deux inspire l'autre. Ce que j'ai compris d'ailleurs, moi j'ai pas compris que c'est une histoire de guitare ou pour moi c'était vous deux qui vous interrogez l'un et l'autre. Exactement, c'est cool parce que du coup on a réussi à
à métaphoriser la relation amoureuse en fait au travers de la chanson, donc c'est cool. Et d'ailleurs c'est pour ça que Mathieu Chédid dans la chanson quand il fait le qui de nous deux Ah et oui, que la d'accord. guitare Et répond, là, c'est parce que justement la guitare l'interroge sur le qui de nous deux. Mais c'est chouette, ça fait plaisir qu'en tout cas toi t'es vraiment Ah, moi, sensible. je te dis, je suis arrivé, parce que moi, je connaissais pas l'œuvre originale. Donc, au début, d'ailleurs, je croyais que c'était une œuvre originale. Ah cool. J'aimerais bien. Parce qu'il y avait vraiment les montages, les machins, il y avait, en fait, t'as marqué qu'il y avait 239 heures de montage. Oui c'est ça. Bah, ça se voit, parce que le montage, il est hyper bien shadé. Et je trouve que le montage, je suis parti de l'œuvre pour le coup. Toi, un moment tu vois ta tête, un moment tu vois sa tête, enfin, le ping-pong, il est cool. Et du coup, en écoutant comme ça, les paroles, pour moi, ça parlait vraiment dans un couple, entre elle et toi qui t'inspirait. Et c'est après, quand j'ai vu la description, Mathieu Chédid, j'ai dit, ah, non, ok, c'est un cover. Mais à la base de la base, pour moi, c'était une œuvre originale. Ah bah on a super bien sélectionné la chanson alors. De ouf. Trop cool. Mais ouais, tu vois, je pense qu'on s'est aussi bien donné la réplique tous les deux parce qu'on s'identifiait vraiment aux paroles. Et puis en fait, on avait une idée de là où on voulait emmener la chanson aussi. Parce que du coup, la version de M, elle est quand même très pop rock de manière générale. Et en fait, nous, le courant artistique qui nous inspire à mort, c'est toute la néo-soul. Donc c'est un courant qui est vraiment à mi-chemin entre le jazz et le hip-hop en fait. Et moi j'avoue que j'ai vraiment ce truc où en ce moment je suis hyper inspiré par tous les artistes de ce courant, genre Tommy, genre Anderson .Paak, genre FKJ d'ailleurs, un artiste français, genre Heur, tu sais le duo créé par les deux Frenchies, dont l'un qui est décédé avant la fin du lancement de l'album et qui a voilà, pour le coup un album d'une sensualité incroyable. Et on avait vraiment tout cet univers en commun avec Chloé, et du coup mettre une chanson qui nous corresponde à tous les deux dans le moule de ce courant artistique, bah c'était un moyen déjà de nous l'approprier et puis aussi de proposer un truc complètement différent, je pense, de ce que Mathieu Chédid aurait fait. Bien sûr. Et d'ailleurs c'est super cool parce que la track on l'avait balancée dans le groupe de Mathieu Chédid, qui est le groupe officiel en fait tenu par le responsable de son studio, et le gars qui gère le groupe a trop kiffé et tout, en mode super élégant. Donc voilà, ça a fait vraiment plaisir aussi d'avoir ce retour. Et la communauté d'ailleurs a vachement kiffé aussi, tu vois, on a eu trop de gens qui ont liké Bonnie and Clyde parce que justement il y a eu cette cover. Donc vraiment que du bonheur d'avoir pu aussi toucher les gens qui sont fans de l'univers, tu vois, de M. Et voilà, on s'est complètement laissé aller au travers de cette cover. Et c'est vrai que depuis, on en a parfait. Parce qu'en fait, tu vois, il y a eu vraiment une notion de travail pour réaliser ce truc-là qui nous a aussi un peu calmé sur le... En fait, se faire kiffer, ça demande aussi beaucoup de travail. Ça demandait combien de temps, grosso modo? Bah, je pense que entre l'enregistrement, la répétition du morceau et tout, ouais, je dirais tu mets tout bout à bout, ça fait genre une semaine, je pense à peu près. Mais une semaine sur un morceau aussi, parfois tu peux avoir tendance tu sais, à mal le digérer, quoi. T'as indigestion au bout d'un moment. C'est sûr, t'as marqué 47 prises. Je savais pas qu'on faisait autant de prises pour faire un... Alors après, je sais qu'on a un petit peu, tu vois, j'ai extrapolé aussi le nombre d'heures. T'as exagéré, mais quand même, ça veut quand même dire qu'il y a ce... Bah, faudrait que je te montre les rushs. C'est vraiment genre, on mettait la musique et puis les plans où on claquait des doigts, les plans où on chantait, et puis alors, tu sais, on regardait le truc, genre, non, mais alors la caméra, faut la mettre un peu plus basse. Tu sais, on avait envie vraiment de faire un rapport du son à l'image qui soit cool. Et en fait, tout est dans le détail, un peu comme dans la musique, tu vois. Et c'est vrai que c'était un super projet dans lequel on a mis du coup vraiment notre créativité, mais en fait, je faisais le parallèle. J'étais en train de penser au parallèle entre le travail et la créativité, tu vois. Je pense que dans la musique, tu peux te permettre d'être très créatif si tu travailles beaucoup, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas te laisser aller si t'as pas vraiment une grosse connaissance aussi. Dans le sens où moins tu vas connaître de trucs et moins tu vas bosser, moins tu vas avoir aussi un panel, tu vois, de possibilités qui va s'ouvrir à toi. Et tu vois, je voyais et à contrario, je voyais une interview d'un artiste, je sais plus si c'était Pépite, je crois que c'était l'un des gars de Pépite, qui disait
En fait, moi, quand je compose, j'oublie tout. Je me laisse complètement aller. Comme si j'étais un gamin de 6 ans qui avait une guitare entre les mains et qui composait. Et en fait, j'essaie pas de faire bien sonner mon instrument. J'essaie pas d'être rationnel. J'essaie juste de m'amuser, tu vois. Et c'est vrai que c'est génial. C'est comme ça que naissent les meilleures chansons, en fait. Mais je pense que tu peux te permettre de t'amuser que quand tu maîtrises tes gammes, quand tu maîtrises tes accords, quand tu comprends comment ça marche. Donc, il y a un côté, en fait, plus t'auras de labeur, plus t'auras d'amusement aussi, en fait. Puis je pense qu'il y a aussi alors je sais pas, j'extrapole parce que moi je suis pas musicien, mais je pense qu'il y a un côté aussi, t'as besoin d'arriver au moment où tu n'es plus conscient de ce que tu fais. C'est comme quand tu apprends à conduire. Moi j'ai appris à conduire au début, après j'ai arrêté. Je fais 20 heures de conduite, avorté. C'est Mais pas vrai. tu vois, T'as pas le permis, là je pas le permis, j'ai 20 Non. j'ai 20 heures de conduite. Depuis qu'on s'est vu, t'as pas le permis. Toujours pas. C'est bon, ça. Et, En plus, 20 heures de conduite, t'es près du but pour le ouais, coup. pas très quoi. loin en fait. Et du coup, t'as un moment, tu vois, au début, t'es là, mais tu vois tout, tu comprends, le levier de vitesse, le machin, et puis au bout d'un moment, tu commences à rouler, et t'es plus trop conscient, parce que t'as assimilé Totalement. le truc, et c'est pas en écriture. Toi, au début, tu essayes de comprendre la syntaxe et machin. Une fois que tu comprends, que tu maîtrises un peu ton instrument, bah, tu peux te laisser aller parce que tu l'as maîtrisé l'histoire. Mais à fond. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est dur justement dans l'apprentissage de l'instrument, c'est que il faut que tu arrives à te dire, il faut que tu arrives à comprendre l'enjeu de l'apprentissage en fait, tu vois. Et il faut passer forcément par un moment où tu douilles en fait, c'est obligatoire. Mais c'est là où justement je pense qu'il y a des techniques pédagogiques aussi, tu vois, pour avoir une sorte de d'éveil musical en même temps que l'apprentissage au début, qui est justement une tâche très très lourde en fait. Bah, c'est ce qu'ils n'arrivent pas à faire au conservatoire, parce que Exactement. du coup, t'arrives, t'es dégoûté. Exactement. Et ça, c'est tellement dommage parce que juste on t'apprendrait à jouer au clair de la lune, mais en fait, c'est tout ce que tu demandes, quoi. Tu vois. Donc ouais, il y a ce côté, et en fait, je pense que toute la création, c'est vraiment osciller entre ces deux trucs de réussir à se laisser complètement aller, ou en tout cas prendre du plaisir et vraiment s'amuser, tu vois, dans la création, et en même temps avoir ce côté où bah tu utilises un minimum tes connaissances, ou en tout cas le but c'est qu'en fait tu arrives à laisser ton inconscient en fait travailler pour toi, et que pour le coup ton conscient il soit juste dans l'amusement. Ça c'est la créativité genre optimale, maximale. Mais c'est dur, c'est très très dur. Donc ouais en fait pour revenir du coup, enfin je passe beaucoup du coq à l'âne, hein, tu m'en veux pas. Hein, ça fait pas. et du coup ouais en fait toute cette démarche de création artistique avec Chloé, en fait, ça m'a vachement aidé à revenir vers le lâcher prise de la musique et vers l'amusement. Et en fait, maintenant, honnêtement, je m'amuse. Qui arrive. Maintenant que j'ai découvert ce truc, alors je dirais pas que je me suis pas amusé avec mes précédents groupes musicaux, tu vois. Mais vraiment là, tu sens la sensation de. C'est vraiment voilà la puissance de la sensation du lâcher prise en fait. Voilà, c'est ça. Et honnêtement, depuis que j'ai ce projet avec Chloé, mais je fais plus du tout de la musique de la même façon, quoi. Et d'ailleurs, ça m'a même, pour te dire, donné envie de retravailler la musique. C'est-à-dire d'apprendre des nouvelles choses, tu vois, par exemple, le jazz, c'est un truc qui m'a toujours attiré, mais vu que c'est très complexe techniquement, je me suis toujours dit, ah non, ça me saoule, tu vois. Genre, c'est bon, en fait, je joue très bien du blues, j'ai le background pour me faire kiffer, stop, tu vois. En fait, non, tu vois, genre, je sais que j'ai toujours eu envie d'apprendre le jazz pour justement encore plus kiffer quand je joue. Et en fait, cette sensation de réussir à de plus en plus me laisser aller, je me suis dit, mais ok, moi j'ai envie d'avoir encore plus de ficelles pour encore plus me laisser aller. Il est dingue cet effet. Moi je l'ai vécu avec l'atelier justement, où j'ai commencé à écrire tous les jours. Il y a un monde d'écart entre écrire tous les jours et écrire tous les mois. Ah bah de ouf. T'écris vraiment tous les jours. En fait... Enfin, écrire tous les jours, c'est chaud quand même. Bah, en vrai, pas plus que jouer de la musique tous les jours. Parce qu'au début, tu te dis, ah, j'aurais rien à dire. Comme tout le monde. Toi, tu te dis, ah, comment je vais faire? Et puis au bout d'un moment, plus t'écris, plus t'as envie d'écrire, comme ce que tu viens de raconter. Plus tu joues de la musique, plus t'as envie d'en jouer. Là, t'en as tellement joué que t'as envie de faire du jazz. Moi, c'est pareil, j'ai tellement écrit que j'ai envie là, là, il y a 3-4 jours, là, j'ai passé tout mon week-end à écrire sur Martin Luther King, qui est un truc que ça fait 10 ans, je me dis un jour, je devrais m'intéresser à la vie de ce mec. Et là, bah, comme j'arrête pas d'écrire, faut bien écrire tous les jours, bah, ça m'a, tu vois, l'écriture appelle l'écriture. Et je pense que c'est cool de se dire ça, que plus tu fais de l'art et plus ça te tire. Puis t'as une sensation aussi de fierté, peut-être, de ce que t'as déjà fait avant. L'avoir fini. Parce que du coup, toi, par rapport à tes textes, je sais pas si c'est les échos aussi de tes précédents écrits qui ont fait que bah tu te rends compte que ça t'amène à avoir des discussions avec des gens, ça t'amène à développer ton style d'écriture. Ça, juste plus simplement,
pour ces gens qui nous écoutent, qui veulent se lancer même sans public, rien que d'avoir fini un truc. Et du coup, tous les jours, je finis quelque chose. Parce que vu que j'écris tous les jours, c'est un texte fini. Rien que de finir un truc, t'as une sensation j'ai accouché, ça... Alors là, justement, dans la sensation de finir un truc, en fait, je suis en train de faire le lien avec l'une des parties de notre discussion, qui est pourquoi je balançais pas de morceaux. Ah. En fait, j'avais l'impression que mes morceaux étaient jamais finis. Ah. Et en fait, il y a un peu une notion j'avais pas mon MVP, en fait, tu vois. Genre, j'étais pas du tout Scrum, en fait, à l'époque, tu vois. Et en fait, je me disais toujours, mon morceau est pas fini. Et en fait, si tu veux, je me rends compte que, je me rends compte qu'un morceau, il est jamais fini, en fait. Et je pense que c'est pareil pour tout. Et tu vois, l'autre jour, là, je monte ma boîte, donc je m'intéresse vachement à la méthode Scrum, à MVP et tout. Et en fait, l'autre jour, je disais, mais non, je peux pas lancer ma boîte là parce que de toute façon, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. On me dit, mais en fait, mec, le créateur de LinkedIn, il répète que quand tu lances ton produit, t'en es satisfait, c'est que c'est déjà trop tard, en fait. Et en fait, c'est ça. Et je pense que pour la musique, en fait, j'avais aussi ce côté trop perfectionniste, tu vois. Mais trop dans le sens maladif. C'est-à-dire que je me disais, il y avait une notion de regard, effectivement, des autres, qui était quand même assez forte. Mais il y avait aussi ce côté, par rapport à moi, je me disais, mais non, je peux faire mieux, je peux mieux enregistrer cet instrument, je peux faire mieux. Et justement, je pense qu'il y avait pas suffisamment cette notion de plaisir pour venir contrebalancer le côté du j'ai l'impression que c'est pas fini. J'ai une technique pour les perfectionnistes. Ah, vas-y, aide-moi. Que tu fais peut-être déjà, hein, que t'as plus ou moins fait avec ton duo, c'est de se dire, ok, en fait, je me donne tant de temps pour produire cette œuvre. Point. C'est une journée, tu vois, Martin Luther King, l'article, c'était samedi dernier, là, je dois l'écrire samedi. Point. Donc, il sera aussi bien que ce que le temps imparti me laisse faire. C'est exactement ce que m'a dit Malou. Ah. Parce que je parlais avec elle de ça. En fait, elle m'envoie... D'ailleurs, merci beaucoup Malou si t'écoutes cette petite interview. Elle m'a envoyé un texto l'autre jour en me disant justement qu'il vantait les mérites de juste dire aujourd'hui j'écris sur ce qui me passe par la tête. Je me demande pas si c'est fantastique, je me demande pas si c'est parfait. Juste j'écris et je me lance en fait. Et elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit si t'as du mal à le faire, tu t'imposes un timing en fait. C'est ça. Mais c'est dur parce que du coup moi qui suis quand même perfectionniste, putain s'imposer un timing. Tu te dis attends non en fait c'est me limiter en fait. Mais fais un truc réaliste. Bon, non, je te connais, tu vois. Moi je sais qu'un jour j'écris un article sans problème, toi. Si là je te dis en 1 heure, ça aurait été compliqué de faire en 1 heure. Mais tu vois, au bout d'un moment tu te connais et puis tu obliges le temps. Et autre astuce, tu t'engages auprès de gens. Tu dis à des gens autour de toi, je vais avoir sorti cet article sur Martin Luther King. Moi ça fait 10 jours j'en parle à mes abonnés. Et du coup, comme je leur en parle, je suis obligé de le sortir parce que je me suis engagé devant des gens. T'es sûr que tu vas le sortir? C'est bon, il est écrit, donc il sort demain. Il sort demain. Bah ouais, non mais effectivement, c'est une limite qu'il faudrait que je me pose. C'est un vrai, tu vois, c'est un vrai. Après, ça dépend de l'enjeu aussi, tu vois. Toi, t'as du coup, oui, le fait de l'annoncer à la communauté. Voilà, faut avoir la communauté aussi à l'annoncer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça c'est. Non, c'est une bonne technique. Mais du coup, vu que je suis trop perfectionniste, tu vois, je pense que je veux éviter en fait de me le faire, tu vois. Mais t'as raison. Je pense qu'il y a un moment de toute façon, il faut se lancer parce que en fait, quand tu te lances, t'as du feedback et le feedback c'est ce qui t'aide aussi du coup à avancer. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que en faisant le duo avec Chloé, voilà, tu vois, on en parlait avec les potes, mais pas de manière pro, de manière hyper bienveillante en fait, en disant putain c'est cool ce que vous avez fait. Et là, pourquoi t'as joué de la guitare comme ci et pourquoi du coup vous l'avez repris comme ça. Et est-ce que la prochaine fois du coup peut-être que tu pourrais penser à mettre un plan de caméra comme ci ou comme ça, et peut-être d'investir dans du matos pour capter le son de, tu vois. Et en fait, le fait d'en parler, ça fait naître plein d'idées, et du coup, en fait, ça donne juste envie de, justement, de faire mieux. Donc, il y a toujours ce côté aussi perfectionniste, mais dans le bon sens du terme, dans le sens tu crées, en fait. Le feedback t'aide à créer, et voilà, et en fait, ça a été juste un gros déclic, parce que en fait, Chloé, elle m'a juste appris ce que c'était que l'amusement, et en fait, l'amusement m'a fait créer ce duo, et le fait de créer ce duo m'a fait créer du contenu, et le fait de créer du contenu m'a donné envie d'avancer, en fait, tout simplement. Autre astuce, au lieu de penser perfection, essaye de penser excellence. C'est quoi la différence? La perfection, c'est, voilà, j'essaie d'avoir un truc tout ficelé. L'excellence, ce que j'applique en moi-même, c'est, ok, je ferai mieux que la dernière fois.
là, aujourd'hui, je fais mieux qu'hier. Mon article sur Martin Luther King, là, il est mieux que le dernier article, en tout cas j'espère. Et l'article prochain, il sera mieux que cet article-là. Et en fait, tous les jours, tous les mots que j'écris sera toujours mieux qu'avant, et en fait, ça sera jamais parfait, parce que par définition, tu vois, je ne fais que m'améliorer, mais en tout cas, je m'engage à ce que tous les jours soient meilleurs. Parfois, j'y arrive pas, parfois, je sens que c'était moins bien que la dernière fois, mais je me dis, bah voilà, tant pis, je me compare à moi-même, plutôt que de me comparer aux autres. Et tu vois, je compare toujours à moi de la veille, moi du mois dernier. Bah, mec, t'as tout compris, se comparer à soi-même, en fait. C'est ça la clé. T'as tout dit. Et justement, mais suite à ça, ça a quand même eu un impact hyper positif sur moi parce que tu vois, je crée énormément depuis qu'on a le duo Bonnie and Clyde pour nous et pour moi. Et en fait, ce que je fais, il y a des morceaux qui sont pas parfaits, il y a des morceaux qui sont pas qui sont pas finalisés, mais j'en suis hyper fier. Je m'amuse quand je les fais. Et d'ailleurs, j'ai donné un concert avec un pote il y a peut-être 6 mois ou 1 an à la Favela Chic. Et justement, c'était la première confrontation entre guillemets, tu vois, de vraiment mes compos perso à moi sur scène. Et ça s'est super bien passé parce que justement, j'ai eu plein de Comment feedback. t'as J'ai vu vécu les gens. les 5 minutes avant de monter sur scène? Ah mais là, alors, en fait, je crois que j'étais tellement à me poser de questions que je me suis dit, mais en fait, là, je crois que t'es en train de vriller dans ta tête, donc en fait, oublie tout, tu vois. Et puis aussi, j'y suis allé en fait en mode brainstorming. Genre, j'avais mon cahier avec moi, avec toutes mes compos. Et en fait, avant, je m'étais dit, voilà, je pense que si tu te fais un show trop rodé, trop ciblé sur, il faut que ça se passe comme ci, comme ça va être trop de pression. Donc en fait, vas-y, en annonçant clairement la couleur du limite j'ai le droit de me tromper parce que du coup j'ai mes chansons et que j'ai pas encore décidé, donc il y a ce côté je crée en temps réel. Et du coup il y avait un peu la pression du c'est chaud, c'est la première fois, tu vois. Mais en même temps déjà je jouais, j'avais un autre copain qui jouait après moi, donc il était là genre ouais, en plus c'est un anglais super sympa et tout, qui était en mode ouais buddy, t'inquiète, ça va être très cool ce set et tout, t'inquiète pas. Donc c'était cool parce qu'il était là pour me filer la patate. Et ouais, non, 5 minutes avant, c'était vraiment... Je me suis, vas-y, tu vois, oublie en fait, prends du plaisir. Voilà, je me suis vraiment dit, prends du plaisir. Quitte à ce que, en fait, il y ait des trucs, t'oublies un morceau d'une chanson. D'ailleurs, à un moment, j'ai squeezé les paroles et j'avais pas mon carnet devant moi et j'ai repris le premier couplet et voilà, tu vois, et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, faut y aller, faut que ça joue. Et en fait, ça s'est super bien passé parce que pendant tout le truc, dès que j'avais un moment où le stress montait, je me disais, pense au plaisir, pense au plaisir, pense au plaisir. Et en fait, ça a été super cool. Et forcément, tu vois, je pense que j'avais quand même ce côté pression un peu. J'étais là, j'étais en susu de malade, tu vois, genre ça collait dans le dos et tout, mais il y avait vraiment, enfin, il y avait des gens hyper bienveillants en plus, tu vois, il y a des gars qui étaient en mode ouais, vas-y mec et tout, ça sifflait à mort, ça applaudissait, ça chantait en même temps et tout. Et du coup, il y a eu vraiment un échange, tu vois. Et du coup, ça m'a grave motivé. Et depuis, j'avoue que j'ai cette idée de remettre le couvert qui me trotte dans la tête quand j'aurai à nouveau des chansons qui seront rodées. Bon là, effectivement, j'ai le projet de la création d'entreprise, donc en ce moment, le temps me manque un peu. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment place au plaisir, tu vois. Et ça, c'est cool. Bon, après. Comment t'as vécu l'annonce du confinement? On est le quoi? C'était 16 mars, 17 mars? Tu te dis quoi quand ça arrive? Franchement, alléluia mon frère. Tu l'as bien vécu du coup. Ah mais de ouf. Franchement, j'étais trop content parce que je suis assez casanier, parce que j'ai tendance aussi honnêtement à beaucoup intellectualiser les choses, et du coup, le confinement, c'était l'occasion un peu justement de tout mettre sur le tapis, de mettre toutes mes idées sur le tapis, aussi du coup de limiter du coup les contacts avec les autres, parce qu'en fait, tu vois, quand je vois quelqu'un, je donne énormément de mon énergie aussi, parce que j'ai envie que ce soit riche en échange, tu vois. Et du coup, le confinement, c'était aussi une occasion de me dire, bon, là, je mets pause, je me mets un peu en retrait, et du coup, je vais avoir aucune pression de mes potes du genre, vas-y mec, ça fait 1 semaine, 2 semaines qu'on t'a pas vu, tu fais chier, vas-y, sors là, tu vois. Et du coup, je savais que ce sera en mode pisse, genre. Ça a créé la bulle, quoi, dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Tout à fait. Et ça a créé la bulle.
Et justement, c'est la bulle du confinement aussi qui nous a fait naître l'idée de la vidéo avec Chloé, parce que on savait qu'on aurait le temps de faire le montage, le tournage, d'enregistrer, de répéter. Alors qu'au quotidien, tu vois, dans la vie de tous les jours comme on a là, faut vachement plus segmenter le taf. Et en fait, moi, j'ai énormément de mal à segmenter la création artistique, tu vois. Énormément. C'est-à-dire que quand je crée un truc, j'ai l'impression d'être dans le truc. Et tu vois, genre, quand je vais avoir une inspiration et que je vais avoir un morceau qui va venir, je suis capable d'enregistrer jusqu'à, enfin, de faire une nuit blanche pour que le truc, il soit enregistré avec vraiment tout l'esprit que je veux mettre dans le morceau. J'ai l'impression que quand je segmente la création artistique, en fait, je m'en demande tellement à moi-même, tu vois, qu'en fait, je me dis non, tu vois, je vais pas faire suffisamment, tu vois, il faut que j'aille au bout. Et là, le confinement, c'était cool parce que du coup, je pouvais me faire des journées full dessus, tu vois, enfin même des soirées, des nuits, me dire bon bah là c'est pas grave, limite je segmente, mais en fait demain je sais que je vais pouvoir en faire énormément encore. Et du coup, c'était vraiment voilà le terrain propice à la création. Alors une fois de plus, comme je te disais, il y a la création de l'entreprise qui quand même me prend beaucoup de temps. Effectivement, aujourd'hui, mine de rien, je fais un peu moins de musique aussi. Forcément, c'est des vases communicants de toute façon. Voilà, de toute façon. Mais vu que dans cette nouvelle aventure, j'aurai aussi un rôle de musicien, du coup, je me prends du temps et du coup, je m'impose un timing pour bosser l'instrument, du coup. Mais pas pour composer, pour travailler l'instrument en tant qu'artisan, en fait, vraiment, plus qu'artiste. Donc là, j'ai un timing où je me dis, voilà, là, il faut une fois tout. Normalement, c'est, tu vois, je me dis 1 heure tous les jours. Après, c'est chaud à tenir. Si je fais pas une heure. Tu t'es dit 1 heure tous les jours. Tu te l'es... Ouais, je me suis dit 1 heure tous les jours parce que en moins d'une demi-heure, c'est super dur de bosser vraiment ta gamme bien. Enfin, tu vois, Puis même de rentrer dedans, tout simplement, d'être, ouais, tu vois. ouais, totalement. Ouais, de rentrer dedans. Bosser ta gamme, ensuite d'essayer de faire des phrasés, ensuite d'essayer de bosser un type de groove, ensuite de bosser sur un morceau qui va être plutôt dans telle tonalité, telle couleur. Tu vois, j'essaie vraiment aussi d'alterner le panel de morceaux sur lequel je peux jouer parce que ça va être le but aussi du futur projet. Mais ouais, me dire 1 heure tous les jours. Après, honnêtement, je suis mauvais élève, tu vois, parce que il va y avoir des semaines où je vais faire 1 heure tous les jours et des semaines où je vais faire 0 heure, tu vois. C'est dur à se discipliner. C'est super dur. Comment tu fais? Je le fais pas. Franchement, je le fais pas. Je le fais sur le boulot, vraiment purement le boulot, mais sur l'art, c'est chaud. C'est chaud parce que justement, en fait, la discipline peut t'amener aussi à perdre la notion de plaisir. Mine de rien, tu produis pas mal, donc tu t'arrives à faire des choses. T'es pas juste à procrastiner dans ton canapé. Ouais. Ouais, en fait, si tu veux, j'ai pas en tout cas en fait, je pense que ça dépend du degré d'ambition que t'as, en fait. Je pense que l'ambition canalise aussi vachement, euh, voilà, la façon dont tu vas te discipliner. Moi, aujourd'hui, je sais que un projet artistique à proprement parler, tu vois, bah, en l'occurrence, bah, personnel, le mien, je me dis, je le lancerai quand je le lancerai. Faut que ça reste du kiff. Avec Chloé, on s'est mis d'accord sur le fait que quand on fait du son, c'est vraiment purement pour kiffer. Donc, pareil, il n'y a pas de pression. Et du coup, je me dis, bon, pas besoin de me discipliner plus que ça parce que pas besoin de maîtriser les gammes, entre guillemets, sur ce type de morceau. Par contre, sur vraiment le taf à proprement parler, et là, le fait d'être musicien, tu vois, genre musicien pro, là, je me dis, ouais, tu vois, faut quand même que je bosse la guitare, faut que je bosse les gammes, faut que je sois au niveau, faut que le jour où, bah voilà, où on dit, bah les gars, on répète dans 2 jours, faut que 2 jours après, je sois au taquet sur tout. Donc, il y a un niveau à entretenir. Mais ouais, c'est chaud parce que justement, le dernier projet pro que j'avais eu où, tu sais, on répétait 20 heures par semaine, bah en fait, au bout de 2 ans et demi, ça a commencé à me taper sur le système, quoi. Ah, donc ça a quand même eu un impact négatif sur le plaisir que tu prenais. Ouais, totalement. D'ailleurs, à la fin, pour moi, c'était l'armée. C'est-à-dire que, en fait, on avait ce truc où on se disait, on répète 4 heures. Attends, c'était comment? Ouais, on répétait ça. Attends, c'était mardi, jeudi, et genre samedi, dimanche, un truc comme ça.
Ouais, À donc 20 4 heures, fois ça fait 4. 5 jours de 4 heures. Ouais, donc non, on était peut-être à 16 heures à ce moment-là. Je crois que les 20 heures, c'était justement avant, et à 20 heures, on a fait non, en fait, c'est pas possible, tu vois, genre pour nos vies respectives. Donc, on avait dû passer à 16 heures. Et en fait, ce qui était, tu vois, c'était bien qu'on ait ces répètes posées, parce que du coup, ça nous permettait vraiment de dire, ok, on taffe et on est prêt pour des lives quand on en fait. Donc ça, c'était très bien. On était toujours très prêt et tout. Mais en fait, sur la fin, on composait plus parce qu'il y avait ce côté. En fait, on y allait parce qu'il fallait y aller, quoi, tu vois. Donc ça peut vraiment avoir un impact. Et je pense que aussi on se l'est pas suffisamment dit, tu vois. C'est-à-dire que on en aurait peut-être parlé enfin moi en tout cas j'aurais peut-être dit de façon plus transparente, les gars, ça me tape sur le Oui, tu système, et leur en as fait jamais dit, en fait. comment Tu leur as jamais dit. non, bah tu vois, je faisais passer en fait à cette époque-là, j'avais vraiment pas du tout confiance en moi, donc je faisais passer le message de manière un peu Snake, Mm. en disant ouais les gars, c'est chaud, vous pensez pas que, tu vois, genre un peu tu sais, t'es là, tu te passes tu te passes la main dans les cheveux et tu fais ouais les gars, c'est un peu chaud, vous pensez pas que dimanche, quoi, dimanche, ouais, bah on se voit de 16 heures à 20 heures. Ah bah ouais, carrément, on se voit de 16 heures à 20 heures. Et je pense que voilà, j'aurais fait passer le message vraiment en disant ce que je ressentais, bah peut-être que les choses se seraient passées autrement, tu vois. Mais au final, à la fin, c'était trop. C'était trop. Donc je pense qu'en fait, c'est, une fois de plus, tu vois, comme je te disais, je pense que dans l'art, il y a vraiment une notion de curseur euh, qu'il faut ajuster en permanence. Et en fait, l'art, il est nocif d'une manière générale quand il commence à devenir un statu quo. Dans tout, dans tout. Enfin après, c'est ma perception personnelle, mais je sais que tous les déboires que j'ai pu avoir, ou même les expériences négatives en art, c'est dès qu'il y a un truc qui est trop cristallisé, trop figé, trop too much, en fait, tu vois. Alors, tu vois, peut-être que par rapport à ma personnalité, finalement, la discipline, c'est de me dire, ok, je répète, du coup, 1 heure tous les jours, qu'au bout d'une semaine où je vois qu'une heure tous les jours, c'est pas possible, je me dis, bon, faut que je sois un peu plus tolérant, et du coup, je fais 1 heure tous les 2 jours. Je vois si 1 heure tous les 2 jours, ça passe, et j'ajuste le curseur. Au moment où tu sens que ça le fait, bah là, tu restes, tu vois. Après, je sais que dans ma personnalité, je suis très extrême, donc j'ai du mal à trouver des entre-deux, en fait, Ouais. tu vois. Et ça, c'est dur. Ça, c'est très très dur. Parce que du coup, là, par exemple, ça fait, je sais pas, ça fait plusieurs, je pense que ça fait non, je répète 2 semaines. Là, ça fait une semaine, par exemple, que j'ai pas bossé, tu vois, par exemple. Et là, tout à l'heure, on est passé dans le studio, j'ai regardé les guitares, j'ai fait, ouais, bon, ok, va falloir peut-être que je taffe un peu, tu En vois. vrai, on a tous des cycles. On a tous des cycles. Moi, je le gère. Dans l'écriture, c'est plus simple parce qu'en fait, je me suis fixé de publier une fois par jour, mais je n'écris pas une fois par jour. Ça veut Ah dire que ouais, j'écris parfois 4 trucs d'un coup un dimanche, je vais être chaud, et après pendant 4 jours, je suis et là, ça m'amène à un sujet que je voulais aborder avec toi. C'est les phases de creux, parce qu'en vrai, quand tu le crées et que tu vois, je sais pas comment t'as vécu après la chanson avec Chloé, mais il est probable que t'aies une petite phase de déprime. Parce qu'une fois que t'as lâché un projet comme ça, t'as mis ton énergie, bah ton énergie, tu vois, à fond. elle descend. Bah déjà, le down, en fait, tu le vois pas vraiment venir. Mm. C'est ça qui est compliqué. Mm. C'est-à-dire que t'as une phase up où vraiment il se passe plein de choses, et tu vois, quand on a balancé la vidéo, bah, on a eu grave des feedbacks, on a même des marques qui nous ont contactés pour, tu vois, il y a le Sofitel du Luxembourg qui nous a contactés pour qu'on fasse, ouais, hein, c'est vrai d'ailleurs, tu vois, ouais, c'est trop stylé, tu vois, on était trop contents qu'ils nous ont contactés pour qu'on fasse un live pour eux et tout. Et, euh, et en fait, il se passe plein de trucs, il y a une sorte d'effervescence. Et en fait, toi, t'es là, tu surfes un peu sur cette effervescence, mais plus à prendre le feedback, en fait, que à tout de suite te remettre dans un autre truc en disant, si là je me remets dans un autre truc, tu vois, j'aurais pas suffisamment tiré entre guillemets, les enseignements de ce que je viens de faire. Et en fait, le down, il arrive plus à un moment où tu te rends pas vraiment compte que t'es en down, et où au final t'es sorti de la phase d'effervescence. Ouais. Et là, tu vois, depuis d'ailleurs qu'on a fait cette reprise, je suis pas certain qu'on ait énormément. Alors si on n'a pas retourné, réenregistré et tout. Par contre, on a rebossé des covers. D'ailleurs, pour te dire, j'ai envie d'en parler, donc je le fais, même si voilà, tu vois. Je pense que Claude, de toute façon, elle est ok là-dessus, mais on a grave bossé City of Stars du film La La Land. Du coup, on avait quoi d'autre comme chanson Enfin, je me souviens plus, mais en tout cas, c'est vraiment des chansons très piano qu'on a bossé. Donc, on s'est pas encore remis dans une phase où, en fait,
on a bossé les covers parce que justement, en fait, cette partie travail nous fait un peu peur. Ah, tu m'étonnes. Parce que forcément, en fait, il y a aussi un autre truc, c'est que, bah, tu vois, on est un couple, en fait, Chloé et moi. Et que du coup, quand t'es saoulé du travail dans la musique, en fait, mine de rien, t'as aussi un truc de vase communicant de t'es saoulé dans ton couple, en fait, tu vois. Et du coup, la musique dans un couple, ça peut être autant un élément catalyseur que frein, parce que dans les moments où c'est super excitant, voilà, c'est génial parce que ça catalyse vraiment la relation. Par contre, dans les moments où justement il y a aussi des désaccords artistiques, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et ben c'est super dur de mettre la cloison entre le couple et le duo musical, tu vois. Et en tout cas, je sais que pour moi, l'un des trucs qui m'a pas poussé aussi à dire on reprend le piano et on rebosse la track pour voir comment on pourra faire la cover, comment on pourra machin, c'est parce que là, en fait, on s'est limité à l'aspect amusement, en fait, et prise de plaisir autour de cette cover. Et je pense qu'on a peur de rentrer dans le... Et puis de polluer, en fait, Totalement. Il y a un truc qui pollue le travail artistique généralement, c'est comment tu crées un revenu. Que ça soit avec un boulot à côté, que ça soit de ton art. Comment tu gères cette question, toi? En fait, c'est la question que je me suis posée pendant toute l'école de commerce, où je me disais, bon, tant que je fais mes études, j'ai un toit. Après, il faudra que, en gros, je puisse vivre de la musique, tu vois. Et en fait, avec mon groupe pro, on monétisait parce qu'on se faisait payer pendant les prestats sur scène. On se faisait payer quand on faisait des petits jobs. Après, ça restait quand même assez épisodique, mais je voyais le début du truc pro qui commençait à se faire. Et en fait, à un moment, si tu veux, j'ai bossé chez Sony aux éditions musicales. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que être artiste et monétiser son art pour en vivre, c'est très 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 compliqué. Mais c'est extrêmement compliqué. Alors aujourd'hui, le game il a complètement changé parce que les business models avec effectivement le téléchargement, le streaming et tout, ça a grave changé et les artistes ils font plus leur beurre sur. Enfin en tout cas la majorité des artistes font plus leur beurre sur le live et le merch que le reste. Après t'as tous ceux qui font effectivement de la musique de pub, de la musique de film. T'as ceux qui vont être beaucoup diffusés en radio et là c'est les droits du coup d'auteur qui rémunèrent. Et encore ça c'est très compliqué de vivre des droits d'auteur. Et puis on parle d'une minorité d'artistes en vrai. Mais Quand tu totalement. regardes l'extrême majorité, j'ai l'impression que leur deal c'est souvent ils ont un taf à côté qui ressemble. Tu sais, c'est prof de musique, c'est travailler dans la label de musique, enfin toi un truc qui gravite autour. Totalement. Et vraiment monétiser la musique c'est super compliqué. Parce que déjà tu te dis à quel moment je suis justement légitime pour monétiser ma musique, tu vois. Alors après t'as plein de façons de la monétiser, ça peut être en faisant venir un concert, ça peut être de vendre un vinyle, ça peut être de vendre un t-shirt. Je pense que pour la musique quand même c'est très particulier parce que c'est plus le live et le merch, tu vois, qui monétise. Donc qui dit live et qui dit merch dit communauté. Donc t'as besoin de te créer une communauté au début en balançant des sons sur internet, en balançant des clips. T'as vraiment besoin d'avoir en fait une vitrine sur internet. Et puis après, tu fais au début, tu passes par des plans non monétisés, quoi. C'est obligatoire. Donc moi, la monétisation, si tu veux, c'est un truc dont je suis très très loin aujourd'hui parce que j'ai pas fait la démarche de construire une communauté. Donc je me pose vraiment pas cette question-là. Pour autant, tu crées un revenu, hein, parce que, en tout cas, t'essayes, tu parles, t'as plusieurs fois fait allusion à ta création de boîte. Si j'ai bien compris, c'est quand même très lié à la musique, en vrai. Ouais. Alors voilà, je voulais pas mélanger la création artistique et du coup ma boîte, mais effectivement, il y a quand même un lien qui est très fort et qui revient à ce que tu dis, qui est la question comment monétiser non pas l'art mais la musique. Justement, je pense qu'il y a une différence. En fait, pendant de nombreuses années, si tu veux, mon ambition, c'était de dire, j'ai envie de faire ma musique, j'ai envie de créer, j'ai envie d'avoir mon univers et d'exister en tant qu'artiste pour simplement, pas forcément passer des messages forts et revendiquer quelque chose, mais en tout cas, exprimer ce que j'ai dans les tripes et à côté de ça, du coup, m'amuser et pouvoir en vivre. Et en fait, si tu veux, cette démarche d'être artiste au sens vraiment pur et dur du terme, du coup, de composition, de faire du merch, de faire des lives, de vivre vraiment comme un artiste. Si tu veux, moi je me suis rendu compte que en tout cas, j'avais pas
pris le prix de coche au moment où j'avais un boulot pour du coup créer cette communauté et du coup devenir un artiste genre pro à proprement parler, et qu'aujourd'hui il est jamais trop tard, je pense, pour le faire. Mais si aujourd'hui j'en peux plus en fait, j'en pouvais plus d'avoir un boulot qui était pas passionnant en fait. Voilà. Et comme tu le sais, ma passion c'est la musique. Donc il est arrivé un moment où je me suis dit, bon, j'en peux plus d'avoir un boulot qui est pas une passion, et j'en Donc, peux plus de malgré pas le faire. fait d'avoir été c'était chez Sennheiser, J'étais chez Sennheiser, ouais, exactement. quand même lié un peu la musique, ça te, Ça restait trop loin. c'est Ouais. trop loin. Ouais. Je me suis rendu compte que finalement, tu vois, ça restait aspect commercial dans la musique, mais il manquait un truc purement charnel, un truc vraiment en contact, tu vois, avec la musique. Alors chez Sennheiser, sur la fin de mon poste, c'était quand même assez cool parce que j'étais en contact. J'avais commencé à un peu driver mon job vers aussi les partenariats avec les artistes. Tu vois, j'avais bossé avec Molécule. On avait bossé avec le prix des indés, donc avec Fishback et tout, donc c'était super parce qu'il y avait eu vraiment, en fait, de la création de valeur, mais enfin pour moi c'était plus que du commercial, tu vois, c'était vraiment donner vie à un projet où l'artiste il utilisait le matos pour créer un truc et tout, et là c'était vraiment cool, mais ça restait une part minime de Ouais, mon pas boulot. suffisant, quoi. Et moi je voulais un truc, voilà, si tu veux c'est trop prenant au quotidien la musique, donc si tu veux, je suis parti de chez Sennheiser et je me suis bon, maintenant, en fait, stop, j'ai besoin de mettre la musique au centre de ma vie professionnelle, donc comment je fais? Et en fait, j'ai eu 3 plans. Je me suis, je fais prof de guitare, parce que j'ai le level pour être prof, Plus donc simple. je fais prof de guitare, le plus simple. Alors, prof de guitare, c'était vraiment une putain de bonne expérience, parce que, Ah, tu l'as fait? ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant à peu près 4-5 mois, je pense. Ouais, on va dire 6 mois pour grossir le truc. Et c'était génial parce que, en fait, j'ai énormément appris sur moi-même, déjà, sur mes limites, sur aussi ce que j'ai été capable de donner de meilleur. Et franchement, j'ai vu des gens se transcender sur l'instrument et complètement, enfin, évoluer, genre passer de zéro à genre super niveau. Et franchement, c'était trop bien. J'avais un papa et sa fille, j'avais un papa et son fils. J'avais un mec de notre âge, tu vois, la trentaine et tout. Euh, J'avais un autre gars de 40 piges. J'avais vraiment, si tu veux, plusieurs personnalités, plusieurs types de situations et tout. Je donnais un cours en groupe. Après, les autres, c'était des particuliers. Et, euh, et ce côté transmission, c'était super. Parce que je m'éclatais, parce qu'en plus, j'avais l'instrument entre les mains. Et du coup, je jouais. Donc là, tu monétises ta passion, tu vois. Et là, c'est cool. Mais en fait, il y a 2 trucs. Le premier, en fait, au final, c'est que ça me demandait, comme je t'ai dit, je suis quand même assez généreux dans ma personnalité, et du coup, en fait, le cours de guitare, c'était un moment où je donnais tellement de ma personne qu'en fait, j'en ressortais, mais essoré. Mais vraiment essoré, quoi, tu vois. Et alors, les samedis où j'enchaînais 3 cours, mais mec, j'ai été, mais down total. En plus, je faisais du cours à domicile, donc je me déplaçais en voiture. Et en fait, c'est vrai que d'un point de vue fatigue, cours à domicile, déplacement, machin, en plus Épuisant. c'était à l'autre bout de Paname, Épuisant. c'était épuisant. Donc en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le ratio énergie kiff, il commençait, enfin la balance penchait pas du bon côté, et je me suis dit, bon, c'est peut-être pas, tu vois, l'activité entre guillemets, enfin, je garde ça sous le coude, peut-être que je ferai ça en complément, mais en tout cas, je pense que c'est compliqué de baser mon activité là-dessus. Alors j'ai commencé à penser à ouvrir mon école de musique dans le coin et compagnie. Mais pareil, je me suis dit, bon, il va falloir que je recrute d'autres profs. Il faudrait quand même que j'ai une certaine crédibilité, parce que là, pour le moment, c'était du bouche à oreille. Mais qui dit ouvrir une école, dit du coup groupe d'élèves, dit communication, dit crédibilité. Alors justement, pour avoir la crédibilité, j'ai aussi fait un taf, j'ai bossé chez Gibson, donc le fabricant de guitare, en tant que démonstrateur. Et ça a été un truc de ouf, tu vois, grosse ligne sur le CV, démonstrateur de guitare pour Gibson. Donc ça, c'était un petit peu dans l'optique de comment me vendre en tant que prof de guitare. Et puis en fait, si tu veux, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça va être chaud, tu vois. Énergie, temps, et puis même financièrement, Bien sûr. les cours de guitare, par rapport au temps que tu mets, c'est pas ce qu'il y a de plus prolifique, quoi. Parce que mine de rien, il faut préparer les cours, il faut les travailler,
Moi, je sais que j'étais très proche de mes élèves, donc je leur faisais des messages, des vidéos explicatives à la maison pour vraiment avoir un suivi de ouf. Et ils ont grave progressé. Mais en fait, après, j'aurais pu, tu vois, mettre des tarots de ouf, du coup, pour aussi Augmenter les prendre en tarifs, compte, ouais. voilà, pour aussi prendre en compte le service que j'apportais en plus des cours. Mais je me suis dit non, parce que justement, les personnes passaient aussi par moi pour pas avoir à payer des prix complètement déconnants. Donc, si tu veux, les cours de guitare, c'était extrêmement enrichissant, mais du coup, je me suis dit, bon, ça, c'est pas ce qui va le faire, tu vois. Après, je me suis dit, tiens, j'enregistre régulièrement, je joue d'à peu près tous les instruments, je sais comment ça se passe l'enregistrement, même le processus d'enregistrement, je sais ce qu'attend un musicien quand il veut enregistrer un truc. Bah, j'ai tout le matos à la maison, je vais monter un mini studio d'enregistrement, tu vas faire producteur musical. Donc ça c'était un truc qui m'a toujours fait kiffer parce que niveau arrangement aussi, j'ai toujours aimé faire ça, de l'arrangement. Et du coup dans le métier de production, c'est quand même hyper important. Aussi d'apporter en tout cas pas forcément sa patte, mais d'être capable de proposer des idées, tu vois, pour justement produire le truc et que ce soit efficace. Et en fait, j'ai commencé avec un groupe de rap. En fait, c'était des potes qui avaient un trio et ils voulaient en fait, justement, eux se lancer et avoir un support à diffuser pour dire voilà, on existe. Nous, notre projet c'est ça. On sort notre EP et en gros, on va salut tout le monde. Voilà, on existe, tu vois. Un peu ce que moi j'ai toujours voulu faire et que j'ai jamais fait finalement. Et au final, on s'est vus. Ils m'ont fait un brief de ce qu'ils voulaient faire. Moi, en plus, enfin, c'est des gars adorables. Donc le cours est super bien passé. Musicalement, le truc est super bien passé. En une session, tout de suite, j'ai compris l'essence du projet. Il y a commencé à y avoir des bribes de morceaux qui sont nés et tout. Et je me suis dit, bah super, tu vois les gars, on continue dans cette direction. On se revoit dans 2 semaines, bah ça. Et en fait, si tu veux, je me suis rendu compte que le boulot de production, il n'était pas que dans le studio, mais il était aussi autour. C'est-à-dire penser aux morceaux. Ouais, comme prof. Exactement, comme prof. Enfin, toi, t'en sais quelque chose en plus. Et si tu veux, il y a toutes les discussions, se mettre d'accord sur la direction artistique. Il y a aussi le fait de, savoir gérer les sensibilités de chacun, parce que tout le monde n'a pas du tout la même façon de voir le projet, le même degré d'acceptation par rapport à la prise de risque aussi. Et du coup, il faut vraiment, enfin, tu vois, avoir un côté aussi management, quoi, dans ce projet-là. Et donc, on s'est revu une deuxième fois. Et en fait, la deuxième fois, moi, j'avais demandé à tout le monde de bosser un petit peu ses parties et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils comptaient vachement sur moi pour créer le truc. Et qu'en fait, on partageait pas tous la même vision aussi de la création. Et du coup, ça allait être beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Et du coup, qui dit plus long, dit plus de temps. Et voilà, enfin, tu vois, on se parlait de monétiser. Time is money, quoi. Enfin, on va pas se le cacher, quoi. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que la production, c'était aussi en fait, quand t'es néophyte comme moi et que c'est pas un truc dans lequel dans lequel t'es hyper compétent depuis des années, ça demande du temps, vraiment du temps en termes d'apprentissage et de management et de gestion de projet. Et je me suis dit, oulala, ça c'est le genre de projet qui va être super chronophage. Et au final, je suis pas sûr de m'y retrouver, tu vois. Oui, puis chronophage, et tu devais pas kiffer tant que ça. Parce que si c'était genre le kiff absolu, t'aurais... T'as raison. Si c'était le kiff absolu, effectivement, peut-être que aussi je me serais transcendé aussi pour faire avancer le projet, c'est vrai. Je kiffais, mais je pense aussi, tu vois, qu'il y avait aussi une sorte de petit doute sur ma capacité de producteur à faire un truc ultra léché, ultra... On en revient à la légitimité. T'as beaucoup le syndrome de l'imposteur, en fait, non? Totalement. On en revient à la légitimité, à fond, à fond. Et je pense que le poste, en tout cas s'il y a bien un endroit où je me sens légitime, c'est en tant que musicien pur. Vraiment musicien. Et en fait, justement, il y a un secteur dans lequel tu peux être musicien. C'est genre quand t'es musicien pour artiste, musicien de studio, ou que tu joues dans un orchestre ou dans une formation qui fait de la musique, et qui fait de la musique, entre guillemets, qui est pas créative, mais qui est déjà marquée sur le papier. Donc, si tu joues pour un artiste, l'artiste, il a déjà composé les musiques, machin, et tu joues son truc. Donc là, il n'y a pas de notion de légitimité.
ou bien tu vas jouer dans un groupe de cover, ou bien dans un orchestre qui va jouer pour des prestats privés, tu vois, d'entreprise ou particuliers. Et là, effectivement, tu joues des morceaux d'anthologie, des grands classiques, et effectivement, ça, moi, je sais que c'est ma tasse de thé, tu vois, parce que je pense que techniquement, j'ai le level, et je pense que j'ai une culture musicale aussi suffisamment large pour aussi avoir ma légitimité d'interprétation, en fait, tu vois. Moi, vraiment, c'est dans le rôle d'interprète que je considère avoir une légitimité. Et du coup, ça fait la transition avec le troisième choix qui me restait. Donc, prof de guitare, producteur, et du coup, musicien. Et en fait, musicien, si tu veux, il y a eu un déclic, là, pour le coup. En fait, il y a eu une soirée d'entreprise qui avait été organisée avec Sennheiser. Et ce soir-là, il y avait un orchestre qui jouait, en fait. Et les mecs de l'orchestre avaient proposé aux musiciens qui jouaient de la musique donc dans l'entreprise, qui étaient employés, d'intervenir sur une ou deux chansons avec eux. Donc du coup, il y avait eu une répète qui avait été organisée avec eux avant la presta le jour J. Et donc j'avais eu l'occasion de rencontrer les gars, de jouer avec eux. Et si tu veux, donc les mecs sont des pros, eux pour le coup. Enfin voilà, magnifique quoi ce qu'ils font. Et en fait, j'avais eu l'occasion de parler avec le leader du groupe, qui lui en fait un mec qui était dans la finance. Et m'avait dit, je lui ai dit mais pourquoi t'as quitté la finance? Et il me dit bah écoute, je te cache pas que le soir je rentrais chez moi, j'étais malheureux. Moi je suis un grand passionné de musique. J'imagine mal un musicien financier, c'est le truc le plus antinomique du monde. Bah ouais, et puis même rien qu'au niveau du ratio temps, énergie, enfin tu vois, c'est inimaginable. En fait voilà, il m'a simplement dit écoute, j'étais malheureux, en fait le soir je rentrais, finalement je me rends compte que je profitais pas pleinement de mon enfant, de ma femme, et au final à quoi ça sert de gagner des salaires à 5 chiffres si tu profites pas après de ta vie. Il m'a dit voilà, moi j'ai beaucoup de contacts qui sont dans la musique, qui ont des plans pour jouer, donc j'ai tout quitté. Alors bon, après il avait certainement un matelas un peu confortable, tu vois, mais il a dit voilà, j'ai tout quitté, j'ai pris le pari de me lancer en tant que leader d'orchestre pour faire de la cover, pour tu vois animer des soirées privées et aussi pour jouer en session studio, être musicien studio. Alors je pense que c'est un mec qui connaissait des musiciens parce qu'il a fait un duo avec Eric Truffaz qui est quand même une grosse pointure de la scène jazz française et européenne et internationale. Et il s'est lancé et en fait il m'a dit bah voilà, moi je t'avoue que je gagne plus des 1000 et des 100, mais par contre mes revenus ils sont suffisants en fait pour voilà avoir une dignité, pour avoir une vie très cool avec ma famille. Et là en fait moi je me suis dit, putain mais en fait je me suis vu quoi, effet miroir. Et donc là a commencé à germer l'idée de me dire devenir musicien, ouais en fait ça me tente grave. Et donc quand j'ai quitté mon poste chez Sennheiser, j'ai eu ce truc qui trottait dans ma tête et je me suis dit, ok, lancer un orchestre de cover c'est très bien, mais si tu veux il faut que je me fasse connaître. Et puis bon, j'ai commencé à regarder sur internet et j'ai vu qu'il y avait genre 1200 orchestres en France, donc compliqué. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment un leader sur le marché de l'orchestre en France. Tu penses pas, enfin tu vois, tu vas parler à n'importe qui, tu dis cite-moi un groupe en France qui va animer des soirées privées. Personne est capable de citer un nom. Personne. Donc t'as pas de leader absolu. De deux, t'as un choix qui est absolument monstrueux. Donc tu vas sur le net, tu tapes orchestre soirée privée et t'es perdu. Alors t'as des beaux sites, t'en as qui ont vraiment des super sites avec les prestats explicités et tout. Mais en fait, t'as tellement de choix que tu ne sais pas vers qui te tourner. Parce qu'en plus de ça, t'as aussi une répartition de la confiance du consommateur qui est complètement étalée entre tous les orchestres. T'as pas un orchestre où tu vas avoir 400 avis positifs en mode eux ils déchirent et tout. C'est hyper disséminé, tu vois. C'est vraiment 10 avis positifs par là, lui il a 4 étoiles et demie, parce qu'on lui a laissé 20 avis, mais t'as pas un mastodonte comme ça, tu vois. Du coup, ton idée c'est de faire une plateforme. Alors justement, ce serait du coup, il y a des plateformes, mais justement sur les plateformes, il y a aussi trop de choix, trop d'avis. Enfin, trop de choix et pas assez d'avis positifs, t'es complètement paumé. Et si tu veux, quand tu sélectionnes un groupe, en général, t'as pas un groupe transversal. T'as pas un groupe qui va te proposer de toutes les prestats, un groupe avec des musiciens certifiés qui vont te proposer de tous les styles, avec des prestats à la carte et des formules.
Quand tu sélectionnes un groupe, en général, c'est très très ciblé et c'est même assez restreint, si tu veux, les formats de presta qui vont être proposés. En fait, moi, je suis parti du principe de me dire, ok, en gros, aujourd'hui, t'as pas un leader sur le marché, ou en tout cas un acteur qui est pas capable de proposer tous les types de prestats, qui est bien référencé, qui a une vitrine clean et propre, qui joue avec des musiciens certifiés et qui en plus propose des prestations au bon prix. Et donc voilà, je t'ai sorti le business model, le business plan, voilà, du truc. Donc le but c'est d'être l'orchestre spécialiste du sur-mesure. En gros. Pour te mettre ça en 3 mots. Le spécialiste du sur-mesure. Le mec de ma sœur, il fait un truc qui me fait penser à ça, c'est pareil quand tu veux faire des team building pour une entreprise. Ouais. Pareil, c'est le bordel. Il y a des bowling, des laser games, des trucs, des activités, puis en plus tout se ressemble un peu. Totalement. Lui, il a fait une plateforme où vraiment tu peux tout retrouver, et du coup, il y a plus d'avis, et tu vois, il y a les faits, il y a la masse. Elle s'appelle comment la plateforme? Yaz, Y-A-A-Z-Z. Ah, mais ça me parle. C'est toi qui avais communiqué dessus? C'est possible sur mon Facebook. Il y a moyen. Parce qu'en tout cas, je l'ai vu passer pas mal de fois. Très possible. Je fais la bise à Kevin, c'est une on arrive à la fin de la discussion. Yes. Dernière chose que je voulais te demander. Imaginons là, t'es garanti d'avoir une œuvre que l'humanité entière écoute. On oublie les problèmes de traduction, machin. Là, demain ou dans un an, ce que tu veux, les 7 milliards de personnes, je sais pas combien, 7 milliards, 8 milliards, les 7 milliards et demi de personnes vont être exposées. Ça ressemble à quoi? C'est quoi? C'est de la musique, c'est de la chanson, c'est... à quoi ressemble ton œuvre? Truc que tu voudrais mettre devant tout le monde. Alors, est-ce que tu peux me reposer la question parce que du coup, en gros, j'ai du mal à tu vois. Imagine, tu vois, moi, je vais te donner ma version. Je sais que là, je meurs demain. Mon regret, ce serait que le livre En couple avec moi-même, là j'ai un projet de livre qui s'appelle En couple avec moi-même, qui est pas du tout le livre que je suis en train de sortir, mais okay. Ce truc-là, je me disais, mais oui, c'est ça. En fait, si je vais garder un seul truc, c'est ça que j'ai envie de montrer au monde. C'est un projet qui est pas encore abouti, de moi. Ok, d'accord. Un album, pas un album, une chanson, ça parlerait de... C'est festif, c'est profond, ça parle d'amour, ça parle de... Je peux te décrire un fantasme que j'aurais comme ça de trucs à transmettre ou il faut que ce soit un truc que j'ai déjà fait? Non, au contraire, fantasme. Moi, le livre dont je te parle, fantasme total. Ah oui, d'accord, fantasme total. Fais gaffe, en me posant cette question, tu vas me donner des idées et me lancer pour faire le truc, du coup. Non, je pense que vraiment, tu vois, aujourd'hui, ce que j'ai envie de... C'est super dense, hein, accroche-toi. Ce que j'ai envie de diffuser, ce serait du coup effectivement un album. Parce que je pense que j'arriverai pas à faire en 4 chansons, en un EP, ce que j'ai envie de faire. Mais un album qui partage avec tout le monde, déjà d'un point de vue texte et message, ce qui aujourd'hui me semble le plus important, et puis au cœur de nos vies, à nous en tout cas occidentaux, qui est le fait de prendre soin de nos proches, des gens autour de nous, qui est le fait que en fait on s'en fout d'avoir 900 potes sur Facebook et qu'il vaut mieux avoir 10 amis mais avec qui il y a une sincérité totale et un partage régulier, le fait de prendre des nouvelles régulièrement et d'avoir vraiment une vraie relation d'amitié, quoi, tu vois, profond. Un message qui est de dire ouais, en fait, s'occuper de la planète, c'est pas que les bobos qui le font, et en même temps, il n'y a pas que les ultra-capitalistes qui la défoncent. Enfin, il y a peut-être un juste milieu à trouver pour arrêter de fâcher tout le monde, et en fait que on arrête de créer des clans. Pareil, moi, tu vois, il y a un truc aujourd'hui, je trouve que, enfin, il y a des clans dans tout. Il y a des clans dans les... En fait, j'ai vraiment envie de créer une œuvre, en gros, où je fais passer des messages d'amour et qui me paraissent essentiels pour notre société, en déconnectant un petit peu de toute la vrille dans laquelle on est pris au quotidien, la télé, les réseaux sociaux, le fait de croire que il faut sortir, il faut être excellent, non, en fait, faut juste être près de ce qui nous fait du bien, en fait, tu vois. Voilà, c'est ça le message, et je pense qu'il
enfin il y a tellement de mini messages à l'intérieur de ça qu'il faudrait le disséminer en, je sais pas, en 10 chansons. Donc voilà. Et après au niveau du style musical, parce que ça c'est plus le côté kiff du coup que message, ce serait une œuvre musicale qui est en tout cas ma vision de la modernité. Et ma vision de la modernité, c'est tout ce courant néo-soul justement qui vient des États-Unis, qui est ce mélange de hip-hop et de jazz, et qui est justement pour moi un trait, qui serait un trait d'union parfait dans la société, tu vois, entre les visions qu'on a un peu des élitistes, jazz classique et tout, et justement les gens un peu street style en mode qui écoutent du hip-hop. Alors que pour moi, il y a tellement enfin en fait, la musique c'est justement ce qui fait tomber les barrières. Il y a rien de mieux que la néo-soul pour ça, tu vois. Et c'est pour ça que cette musique, elle me transcende, parce que je trouve que t'as toute cette tout ce panel de couleurs que tu peux avoir dans le jazz et qui du coup est vraiment hyper inspirant, et tout ce feeling et cette sensation justement de bien-être qui est recherchée justement dans, on va dire, dans la musique qu'on peut appeler populaire entre guillemets. Et en fait, je trouve que c'est le trait d'union parfait, et j'aimerais partager tous ces messages et tous ces trucs en un point unique, et je pense que c'est vraiment ce sera le centre en tout cas de mon projet perso que j'espère un jour sortir, et j'y crois, tu vois, j'y crois dur comme fer après la discussion qu'on vient d'avoir, quoi. C'est tout le malheur que je te souhaite. Écoute, merci en tout cas. Merci beaucoup Guillaume. Merci à toi Nico. Si on veut te retrouver quelque part, on tape quoi sur internet? Alors 2 solutions, Bonnie and Clyde, le groupe musical avec Chloé, Instagram, Facebook, ou sinon Guillaume Gentil, LinkedIn de préférence. Après, je suis sur Facebook aussi, mais je pense c'est marrant, t'es beaucoup sur LinkedIn, j'ai vu. Ouais, je suis beaucoup sur LinkedIn. J'essaye de justement, en fait, me créer la communauté sur LinkedIn pour justement le lancement de mon futur projet. Et c'est pour ça que je conseille fortement LinkedIn, parce que c'est là qu'il va y avoir le gros teasing du projet orchestral et musical que je vais lancer prochainement. Cool, super. Yes. Merci Guillaume. Merci beaucoup Nico. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que ça t'a tenu suffisamment en haleine, ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton est trop loin. Si par un hasard extraordinaire tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, il y a juste une promesse, te proposer exactement l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères et futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel et utile. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté, et à la semaine prochaine pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires.